3 jours qu'elle scrutait ce complexe, et pourtant, elle ignorait toujours ce qu'elle cherchait. Le capitaine Rachel Dunn gisait à plat ventre dans la boue, le corps plaqué contre la terre comme si elle était née pour cela. 72 heures sans fermer l'œil, 72 heures sans bouger de plus de 15 centimètres dans quelque direction que ce soit. La tenue de camouflage ghillie qu'elle portait s'était fondue dans le paysage. Des herbes et des broussailles tissées, avec un tel soin dans le tissu que même son propre observateur était passé 2 fois devant elle lors de la première nuit sans la repérer. L'observateur en question se trouvait à 15 mètres sur sa gauche. Le sergent-chef Kevin Marsh, un gars jeune, 26 ans peut-être, originaire du Wyoming, d'après ce qu'il en disait, même s'il parlait rarement de chez lui. Des mains stables, un regard encore plus stable et cette compétence silencieuse qui vous poussait à lui faire confiance même quand vous ne le souhaitiez pas. C'était leur première mission ensemble. Elle l'avait réclamé nommément après avoir épluché son dossier. Les meilleures notes d'observation de sa promotion. Une patience qui frôlait le surnaturel. Un esprit capable de jongler avec 6 paramètres simultanément et de les trier plus vite que la plupart des hommes ne clignaient des yeux. Mais la patience ne servait à rien si l'on ne savait pas ce que l'on attendait. Le complexe occupait le fond de la vallée, à 800 mètres de leur position, un amas de bâtiments qui n'avaient aucune raison d'exister au cœur des montagnes de Caroline du Nord, trop isolé pour un usage civil, trop permanent pour un usage militaire. Les structures étaient récentes, 2 ans tout au plus, érigées avec le genre d'argent qui ne demande pas de permis et se moque du plan d'urbanisme. Clôture haute, caméra de surveillance à chaque angle, 3 véhicules garés sur un parking prévu pour en accueillir 20, et des hommes armés. Elle en avait compté 4 jusqu'ici. Le briefing avait été étrange dès le départ. 96 heures plus tôt, on l'avait arrachée à une rotation d'entraînement à Fort Campbell pour la transporter en hélicoptère jusqu'à Joint Base Langley, un appareil sans marquage d'unité. Le pilote ne lui avait pas adressé la parole. Le chef d'équipage lui avait tendu une tablette et des écouteurs en lui disant de lire. La salle de briefing était déserte, à l'exception d'un seul homme. Un général dont on ne lui avait pas communiqué le nom. Il portait un uniforme dépourvu d'insigne, sans écusson, sans rien qui puisse trahir son arme ou son commandement. Il lui avait remis des coordonnées, une référence de grille dans les Appalaches, avec ordre d'observer les lieux et de rapporter toute activité. Ne pas engager sans autorisation, ne pas révéler sa position, maintenir le silence radio, à l'exception de points de contact, programmés toutes les 12 heures. Aucun contexte, aucune identification de l'ennemi, aucune explication sur ce qu'elle devait chercher ni pourquoi cela importait. Juste des coordonnées et des ordres. Elle avait posé une seule question. Quel est le profil de menace ? Le général l'avait dévisagé un long moment avant de répondre. Inconnu. Et voilà. C'était tout ce que contenait le briefing. Marsh bougea à côté d'elle, un mouvement si infime que seul quelqu'un guettant un tel signe l'aurait perçu. Sa voix parvint par le micro à conduction osseuse fixé derrière son oreille. Un murmure qu'elle seule pouvait capter. Mouvement. Mur nord. Dunn déplaça son œil vers la lunette. Le complexe surgit en gros plan. Grossi 12 fois, d'une netteté cristalline malgré la brume matinale. Une silhouette émergea du bâtiment principal. Équipement tactique de la tête aux pieds, portant ce qui ressemblait à un fusil Dragunov. La démarche était professionnelle, pas exactement militaire, mais entraînée. La manière dont l'homme dégageait les angles et maintenait son arme en position de tir révélait une expérience qui dépassait de loin les stands de tir du dimanche. « Ça fait 4, dit Marsh. Elle suivit la silhouette tandis qu'il se dirigeait vers la clôture du périmètre nord, vérifiait quelque chose sur sa radio, puis disparaissait à l'intérieur. 4 personnels armés, tous porteurs de fusils à longue portée, se déplaçant tous avec la discipline d'hommes rompus à ce genre de travail. « Marque la position, dit-elle. Pas de communication avant 0600. Le point de contact prévu était dans 3 heures. Elle attendrait. Attendre, c'était ce qu'elle faisait le mieux. C'était ce qui séparait les bons tireurs d'élite des grands. Cette capacité à rester immobile, dans la poussière, pendant des jours entiers, à observer, à apprendre, à devenir un morceau du paysage jusqu'à ce que l'instant arrive
et que vous preniez le tir et disparaissiez avant que quiconque ne sache que vous aviez été là. Tirer et s'évanouir. Voilà ce que son instructeur lui avait enseigné, le colonel Walter Greer. Un homme qui avait passé 30 ans derrière une lunette et possédait le genre de regard capable de percer les murs si on lui laissait assez de temps. Greer l'avait formé à l'unité de précision de l'armée 6 ans auparavant. Il avait jeté un seul coup d'œil à ses scores de qualification et déclaré qu'elle avait du potentiel, mais qu'il lui fallait apprendre la patience. Elle avait 26 ans à l'époque, affamée de prouver sa valeur, impatiente de démontrer qu'elle avait sa place parmi les meilleurs tireurs de l'armée. Greer avait passé 6 mois à briser cette fougue pour la reconstruire en quelque chose de plus froid, de plus aiguisé, de plus utile. « Tu ne chasses pas la cible, lui avait-il dit, tu laisses la cible venir à toi, tu crées les conditions, tu fabriques l'instant. Et quand l'instant se présente, tu ne réfléchis pas, tu exécutes. » Elle avait appris. Et elle était devenue très douée pour exécuter. Les heures s'écoulèrent. Le soleil grimpa, dissipant la brume du matin, transformant la vallée en un piège de chaleur frémissant où l'air ondulait et dansait. Elle ne bougea pas. Marsh ne bougea pas. Il respirait à intervalles synchronisés, de manière superficielle et contrôlée, économisant l'oxygène, minimisant toute perturbation du sol autour d'eux. À 0600, Marsh tenta la liaison satellite chiffrée. La petite radio tactique intégrée à son pactage aurait dû les connecter au commandement, aurait dû leur ouvrir un canal sécurisé pour transmettre leurs observations et recevoir des ordres actualisés. De la friture. Il essaya la fréquence de secours. Encore de la friture. Il tenta le canal d'urgence, celui réservé aux pannes catastrophiques d'équipement ou aux menaces immédiates sur la vie. Rien du tout. Dysfonctionnement matériel ? Demanda Dunn, bien qu'elle connût déjà la réponse. Marsh vérifia l'affichage de diagnostic sur l'écran de la radio. Tous les systèmes au vert. Puissance du signal au maximum. Protocole de chiffrement actif. La radio fonctionnait parfaitement. On les brouillait. Délibérément. Elle digéra cette information sans émotion. Quelqu'un savait qu'ils étaient là. Quelqu'un disposant de l'équipement et de l'expertise nécessaires pour bloquer des communications militaires chiffrées. Quelqu'un qui voulait les isoler. La question était qui et pourquoi ? On reste, dit-elle. Si on est brouillé, quelqu'un sait qu'on est ici. Bouger maintenant nous rend visibles. Marsh ne discuta pas. C'était l'une des choses qu'elle appréciait chez lui. Il faisait confiance à son jugement, même quand la situation n'avait aucun sens, même quand chaque instinct lui soufflait probablement d'abandonner et d'exfiltrer tant qu'il le pouvait encore. Ils s'enfoncèrent davantage et continuèrent à observer. Le complexe ne montra qu'une activité minimale au fil de la matinée. Une rotation de garde à 0800, une autre à 10h30, les mêmes 4 hommes se déplaçant selon des schémas évoquant des protocoles de sécurité professionnelle, champs d'observation croisés, pause décalée, jamais plus de 2 hommes à l'intérieur en même temps. Jamais moins de 2 à l'extérieur. À 13h, un véhicule approcha sur la piste d'accès en terre. Un SUV noir immatriculé en civil. Luxueux, le genre de véhicule qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une année. Il s'arrêta devant le portail du complexe. 3 hommes en descendirent. Marsh avait la lunette d'observation braquée sur eux. L'optique haute puissance lui livrait des détails que Dunn ne pouvait percevoir à travers sa propre lunette de visée. Elle entendit sa respiration changer, perçut cette légère inspiration qui signifiait qu'il avait vu quelque chose de significatif. « Prends les visages, dit-elle, déjà dessus. » Il activa la caméra intégrée à sa lunette, capturant des images haute résolution des 3 hommes tandis qu'ils marchèrent du véhicule à l'entrée du complexe. Elle ne pouvait distinguer leurs traits sous cet angle, mais elle faisait confiance à Marsh pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Si jamais les communications revenaient, si jamais ils quittaient ces montagnes vivants, ces photographies seraient peut-être le seul renseignement qu'ils rapporteraient. Les hommes pénétrèrent dans le complexe. La porte se referma derrière eux. Et c'est alors que Marsh se figea d'une manière qui n'avait rien à voir avec la discipline tactique et tout à voir avec une peur soudaine et aiguë. Dunn. Elle perçut le changement dans sa voix, cette crispation. Quoi ? Midi. Ligne de crête de l'autre côté de la vallée. J'ai un éclat. Reflet de lunettes, le reflet du soleil sur du verre ou du métal poli. La signature de quelqu'un utilisant des optiques pour observer la même zone qu'eux. Un autre tireur d'élite.
Elle ne déplaça pas son fusil, ne changea pas de position. Tout mouvement brusque créerait une perturbation visuelle qu'un observateur entraîné capterait. Au lieu de cela, elle utilisa sa vision périphérique, balayant la ligne de crête indiquée par Marsh, cherchant les signes révélateurs. Une ombre, là où il ne devrait pas y en avoir. Une géométrie discordante avec le terrain naturel. Un mouvement trop immobile. Là, 840 mètres de l'autre côté de la vallée, une position qui reflétait la leur, en hauteur, dissimulée, construction professionnelle de poste de tir. Celui qui se trouvait là-bas savait ce qu'il faisait. Distance ? Demanda Marsh. 840. Il ne peut pas nous voir clairement de là-bas, mais il connaît la zone générale. Elle étudia la position, l'angle, le champ de vision, puis elle entreprit de balayer la ligne de crête méthodiquement, section par section, cherchant ce qu'elle avait pu manquer. Elle en trouva 3 de plus, 4 positions de tireurs hostiles, champ de tir croisé, couverture imbriquée. Ce n'était pas une sécurité improvisée, c'était de la surveillance professionnelle. Quelqu'un avait investi du temps et des ressources pour placer des tireurs entraînés dans des positions qui protégeaient le complexe depuis chaque approche, chaque angle, chaque menace. La question étant, protégés de quoi ? Ou de qui ? Ce n'est pas de l'observation, dit Marsh à voix basse, c'est de la couverture. Quelqu'un protège ce complexe. De nous ? Demanda-t-elle, ou de quiconque pourrait se présenter. Elle songea au briefing, le général sans insigne, les coordonnées sans contexte, les ordres d'observer et de rapporter, mais de ne pas engager. Quelqu'un connaissait l'existence de ce complexe, savait qu'il était assez important pour y envoyer un élément de reconnaissance, assez dangereux pour l'y envoyer elle. Mais on ne lui avait rien dit des tireurs. On ne l'avait pas prévenu que le complexe disposait d'une sécurité professionnelle. On ne lui avait donné aucune indication que cela dépassait une simple mission de surveillance. Soit le renseignement était incomplet, soit quelqu'un avait délibérément retenu des informations. Aucune des deux hypothèses n'était rassurante. La nuit tomba. Ils alternèrent tous les tours de garde par tranches de 2 heures, l'un observant pendant que l'autre se reposait. Pas dormir à proprement parler. On ne dormait pas lors d'une mission comme celle-ci, plutôt un état de repos contrôlé, où l'esprit pouvait assimiler et le corps récupérer juste assez pour continuer à fonctionner. À 2 heures du matin, Dunn était de garde lorsqu'elle aperçut la lueur d'un tir, pas dirigé vers eux, vers l'ouest en direction d'une ligne de crête à 200 mètres de leur position, là où leur point de ralliement d'exfiltration aurait dû se trouver, là où ils étaient censés retrouver l'extraction si la mission tournait mal. Un éclair, puis un autre, puis un troisième. Quelqu'un tirait sur leur itinéraire d'évasion. Marsh se réveilla instantanément. Elle le sentit se tendre à côté d'elle, perçut le changement dans sa respiration, tandis que son corps basculait du repos à la pleine disponibilité au combat en l'espace d'un battement de cœur. « Je l'ai, » dit-il, thermoscope actif. Il marqua une pause. « Dunn. J'ai un corps. Encore chaud. Quelqu'un vient de frapper notre point de ralliement. » Elle assimila l'information. Ils avaient un point de ralliement, ce qui signifiait que quelqu'un en avait établi un, ce qui signifiait que d'autres moyens avaient été déployés dans la zone, des moyens dont on ne l'avait pas informé, des moyens qui étaient désormais neutralisés. Marsh fouillait déjà le fichier de mission sur sa tablette chiffrée, le dispositif qu'on leur avait remis avec leurs ordres. Il parcourut les documents, découvrit un fichier caché enfoui dans l'arborescence des répertoires. Horodatage, 6 heures après leur insertion. Élément de force de réaction rapide inséré. Grille, Oscar Lima 5583. Établir surveillance, point de ralliement, Foxtrot 3. Force de réaction rapide. Un élément de renfort inséré après qu'ils étaient déjà au sol, sans les prévenir, sans se coordonner, sans leur donner la moindre information que des forces amies opéraient dans le même secteur. Marsh la regarda. Son visage était invisible dans l'obscurité, mais elle pouvait sentir la question qu'il ne posait pas. « Nous ne sommes pas la mission principale, » dit-elle. « Nous sommes l'appât. » Les mots tombèrent comme des pierres. L'appât. Envoyé ici pour attirer quiconque protégeait le complexe, pour les forcer à se dévoiler, pour créer des cibles que quelqu'un d'autre puisse engager. Elle pensa à l'équipe de réaction rapide gisant morte au point de ralliement. Pensa aux tireurs professionnels dans la vallée, pensa aux communications brouillées, au général sans insigne, aux ordres qui n'avaient aucun sens. Quelqu'un les avait piégés. Et elle allait découvrir qui. Mais d'abord,
Il fallait survivre. Marsh réfléchissait de la même façon. Si nous sommes l'appât et que l'appât a fonctionné, alors celui qui a tendu le piège sait où nous sommes, ou connaît la zone générale, ce qui signifie que ces tireurs ne protègent pas seulement le complexe, ils nous traquent. Elle prit une décision qui allait à l'encontre de chaque instinct que sa formation avait ancré en elle. Une décision que Greer aurait qualifiée de téméraire, de stupide, et exactement le genre de choses qui faisait tuer de bons soldats. Mais Greer n'était pas là, et le règlement avait volé en éclats à la seconde où quelqu'un avait brouillé leur communication et éliminé leur renfort. On identifie qui se trouve dans ce complexe, dit-elle. C'est ce que quelqu'un voulait nous faire voir. Une fois qu'on les a identifiés, on dispose d'un levier pour briser le brouillage. Comment ? On attend le matin. On utilise les optiques haute résolution pour photographier les visages quand ils sortent. On identifie les hommes arrivés dans le SUV. On découvre qui est assez important pour engager 4 tireurs d'élite professionnels. Et ensuite, on trouve comment rester en vie assez longtemps pour faire sortir cette information. Le matin arriva lentement. Le soleil se leva au-dessus de la ligne de crête, peignant la vallée de nuances d'or et d'ambre. Magnifique, d'une beauté qui n'avait rien à voir avec la violence tapie en dessous. Dunn était éveillé depuis 80 heures désormais. Son corps fonctionnait sur des réserves dont elle ignorait l'existence, alimentées par l'entraînement, la discipline et quelque chose de plus difficile à nommer. La certitude que s'arrêter signifiait mourir. À 6h30, la porte du complexe s'ouvrit. Un homme apparut. La cinquantaine, cheveux gris, costume élégant totalement incongru au milieu de cette nature sauvage. Il se déplaçait comme quelqu'un habitué à être protégé, habitué à ce que d'autres dégagent le chemin, vérifiant les angles, s'assurant que le monde soit sûr avant qu'il n'y pose le pied. Marsh avait la lunette caméra braquée sur lui, capturant chaque détail. Des images haute résolution montrant chaque ride du visage, chaque trait distinctif. De quoi permettre à un logiciel de reconnaissance faciale de l'identifier s'il figurait dans une quelconque base de données. Un deuxième homme apparut. Sécurité. Gilet tactique, arme de poing, la posture de quelqu'un ayant passé des années à apprendre à neutraliser des gens efficacement. Il balaya le périmètre, vérifia sa radio, puis fit un signe au premier. Alors le troisième homme sortit. Et Marsh cessa de respirer. Dunn le sentit se figer, sentit la tension soudaine qui le traversa comme un courant électrique. « Quoi ?» demanda-t-elle. Marsh ne répondit pas pendant 3 secondes. Quand il le fit, sa voix avait changé. Plate et froide d'une manière qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. C'est Sergueï Petrov. Elle ne reconnut pas le nom. Qui ? Oligarque russe, trafiquant d'armes, sous sanction des Nations Unies. Il figure parmi les 50 personnes les plus recherchées d'Interpol. Et il se tient dans un complexe en Caroline du Nord, en train de tenir une réunion avec des Américains. Les pièces commencèrent à s'assembler. Pas d'un coup, pas toutes à la fois, mais par fragments, chacun s'emboîtant dans le suivant jusqu'à ce qu'un tableau commence à se dessiner. Un tableau qui lui glaça le sang. Ce n'était pas une prise d'otage, ce n'était ni une cellule terroriste, ni une entreprise criminelle, ni rien de ce qu'on l'avait entraîné à gérer. C'était une rencontre protégée entre un trafiquant d'armes russe sous sanction et des agents américains non identifiés, protégés par des tireurs professionnels engagés pour s'assurer que personne ne voit ce qui se passait ici. Et elle venait de photographier chacun de leurs visages. Marsh stockait déjà les images sur le disque chiffré intégré à sa tablette. Sauvegarde redondante, copies multiples, pour garantir que même s'il mourait, même si la tablette était détruite, l'information survivrait sous une forme ou une autre. « Qui a organisé ça ?» demanda Marsh. « Qui, au sein du gouvernement des États-Unis, est en réunion avec Sergueï Petrov ?» Elle n'avait pas de réponse, ne voulait pas réfléchir aux implications, à ce que cela signifiait que quelqu'un les ait envoyés observer cette rencontre. À qui avait l'autorité de déployer un élément de reconnaissance sans briefing approprié ni soutien ? À qui possédait les ressources pour brouiller des communications militaires et insérer des équipes de réaction rapide dont personne n'avait connaissance ? À qui avait décidé qu'elle et Marsh étaient sacrifiables ? La radio crépita. Pas sur leur fréquence, pas sur leur chiffrement. Une diffusion en clair que quiconque muni d'une radio tactique pouvait capter.
une voix parlant anglais avec un accent est-européen, nette, professionnelle et absolument confiante. Observateur américain. Nous savons que vous regardez. Vous avez 2 choix. Partez maintenant ou rejoignez votre ami au point de ralliement Foxtrot. Dunn devint absolument immobile. Marsh devint absolument immobile. Le seul son était le vent dans les herbes et l'appel lointain d'un oiseau quelque part dans la vallée. L'ennemi savait qu'ils étaient américains, savait qu'ils étaient des observateurs, connaissait la désignation de leur point de ralliement. Quelqu'un leur avait fourni ces informations, quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un ayant accès aux détails classifiés de la mission et qui les avait vendus avant même le lancement de l'opération. La voix poursuivit. Vous avez 30 minutes pour quitter la zone d'observation. Passé ce délai, nous commençons la traque. La diffusion cessa. Le silence retomba sur la vallée. Marsh la regarda. Elle lui rendit son regard. 30 minutes pour rassembler leur matériel et parcourir 8 kilomètres à travers un terrain hostile jusqu'au point de ralliement secondaire. Le faire sans être repéré par 4 tireurs d'élite professionnels connaissant désormais leur position approximative. Le faire alors qu'ils étaient brouillés, coupés du monde, condamnés à mort par des gens possédant l'entraînement et l'équipement pour rendre cette mort certaine. Des chances impossibles. Mais elle avait déjà défié l'impossible. « Ils bluffent » dit Marsh. « Ils n'ont pas notre position exacte. Ils essaient de nous faire lever. » Le coup de feu l'interrompit. Une balle unique tirée avec un suppresseur qui frappa à 1 mètre de sa position, projetant une gerbe de terre et d'herbe. Pas un tir mortel, pas même de près. Une démonstration, un message disant « Nous vous voyons, nous savons où vous êtes, nous pouvons vous tuer quand nous voulons, mais nous vous laissons une chance de courir. » Marsh recula instinctivement. Pur réflexe de survie surpassant l'entraînement pendant une demi-seconde avant qu'il ne se ressaisisse et redevienne immobile. Dunn ne bougea pas, ne réagit pas. Son esprit calculait déjà distance, trajectoire et vent. Le tir provenait de la position principale de l'autre côté de la vallée. 840 mètres, guidant une balle à travers les arbres et les broussailles pour atterrir à quelques centimètres de la position de Marsh. Celui qui avait tiré était extrêmement doué. « On bouge », dit-elle, « vers le sud, point de ralliement secondaire, 8 kilomètres. On reste bas, on reste silencieux et on ne s'arrête pas avant d'être sorti de la zone d'observation. » Ils entamèrent le repli tactique. Lent, contrôlé, chaque mouvement calculé pour minimiser la signature visuelle et sonore. Ils ne laissèrent rien derrière eux. Aucun équipement, aucun déchet, aucun signe qu'ils avaient jamais été là. À l'exception de l'herbe tassée, où ils étaient restés couchés pendant 3 jours. La forêt les engloutit, pins et chênes épais, sous-bois denses, terrain offrant de la dissimulation, mais ralentissant aussi leur progression à un rythme d'escargot. Pas question d'emprunter les sentiers, de se déplacer en ligne droite. Il fallait partir du principe que quiconque les observait disposait d'optiques thermiques, de détecteurs de mouvement et de tous les avantages que l'argent et la formation pouvaient offrir. 1 heure après le début du mouvement, Marsh repéra la signature thermique, 400 mètres derrière eux. Un individu seul, se déplaçant à leur allure, les pistant. Dunn prit sa décision sans hésiter. Elle fit demi-tour en utilisant le lit d'un ruisseau asséché comme couvert, contournant la position du tracker par le flanc. Il fallut 20 minutes pour obtenir l'angle dont elle avait besoin. 20 minutes de déplacement lent et méticuleux à travers les broussailles et les rochers, posant chaque pas avec le genre de précision qui vous rendait invisible, même à 3 mètres. Elle le trouva dans sa lunette. Un tireur isolé, équipement professionnel, progressant à travers la forêt avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait cela 1 millier de fois. Il les chassait. Le tir serait propre. 280 mètres, angle légèrement ascendant, pas de vent significatif, elle pouvait le descendre. Une seule balle, il ne saurait jamais ce qui l'avait frappé. Son doigt reposait sur la détente. Les ordres résonnèrent dans son esprit. Ne pas engager sans autorisation. Elle n'avait aucune autorisation, aucune communication, aucune chaîne de commandement, mais elle avait une menace qui la traquait en terrain hostile. Elle avait un fusil et elle avait l'entraînement pour s'en servir. La voix de Greer dans sa tête, claire comme s'il se tenait à côté d'elle. Tirer et s'évanouir, ne jamais leur révéler où tu étais.
Mais Greer lui avait aussi enseigné autre chose, quelque chose qu'il avait dit lors de leur dernière séance d'entraînement avant qu'elle ne soit diplômée de l'unité de précision. Tu feras face à des moments où le règlement ne couvre pas ce qui se passe, où les ordres n'ont aucun sens et où la chaîne de commandement est rompue et où tu dois faire un choix. Dans ces moments-là, tu te fies à ton entraînement, tu te fies à ton jugement et tu fais ce qui te garde en vie. Elle retira son doigt de la détente, le tracker les chassait, mais l'abattre indiquerait aux autres tireurs exactement où elle se trouvait, les attirerait tous sur sa position, transformerait la situation en fusillade mobile qu'elle ne pourrait pas gagner. Mieux valait esquiver, mieux valait disparaître, mieux valait le laisser croire qu'il se rapprochait tandis qu'elle se dérobait. Elle fit signe à Marsh de continuer vers le sud. Ils accélérèrent, mettant de la distance entre eux et le tracker, utilisant le terrain pour couper les lignes de vue. 2 heures plus tard, ils atteignirent la ligne de crête surplombant le point de ralliement secondaire. Dunn porta sa lunette à l'œil, balaya la clairière en contrebas où le point de ralliement aurait dû se trouver, où une autre équipe de réaction rapide aurait dû les attendre avec une extraction, des communications et une sortie de ce cauchemar. Elle vit les tombes, 4, fraîchement creusées, la terre encore sombre. Marsh était à côté d'elle, thermoscope actif. Il ne dit rien pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était creuse, les corps sont encore chauds. Ils ont été tués dans les 4 dernières heures. Une autre équipe de réaction rapide envoyée pour établir un point de ralliement de secours. Envoyée pour assurer l'extraction si le point principal était compromis. Tous morts. Exécutés. Laissés dans des fosses peu profondes en guise de message. La radio crépita à nouveau. Même voix, même accent et européen. Vous avez trouvé vos amis, nous les avons laissés pour vous. Un message. Dunn sentit quelque chose de glacial s'installer dans sa poitrine. Pas de la peur. La peur était une émotion. Et les émotions vous faisaient tuer. C'était autre chose, de la compréhension, de la lucidité. La certitude que ce n'était pas une mission qui avait mal tourné. C'était une mission conçue pour échouer dès le départ. Quelqu'un l'avait envoyé ici pour mourir, avait envoyé des équipes mourir, avait orchestré l'ensemble de l'opération dans le but d'éliminer chaque témoin de ce qui se passait dans ce complexe. Et on s'était servi d'elle comme appât pour attirer les équipes, pour les forcer à se dévoiler, pour les désigner comme cible aux tireurs ennemis. Elle avait été un outil, une arme retournée contre les siens. La voix reprit. Maintenant, vous comprenez, vous n'avez jamais été envoyé pour observer, vous avez été envoyé pour mourir. Mais je vais vous faire une offre. Rendez votre tablette chiffrée, donnez-nous ce que vous avez photographié, et partez vivant. Vous avez 60 secondes. Marsh la regarda. Son visage était tendu, maîtrisé, mais elle pouvait voir le calcul qui tournait derrière ses yeux, l'évaluation tactique, les chances. On ne négocie pas, commença-t-il. À couvert, dit-elle, maintenant. Ils se déplacèrent de 30 mètres jusqu'à un éperon rocheux qui les protégerait d'au moins 3 des 4 positions de tireurs connus. Marsh essayait encore de rassembler les pièces du puzzle en quelque chose de cohérent. La radio crépita une 3e fois. Voix différente, américaine, accent du sud, lente et décontractée, comme quelqu'un racontant une histoire autour d'un verre. Capitaine Rachel Dunn, ça fait un bail. Tu ne t'attendais pas à m'entendre, je parie. Les 60 secondes sont écoulées. Voyons si tu es toujours aussi doué qu'on le disait. Elle connaissait cette voix, la reconnut instantanément, bien qu'elle ne l'ait pas entendue depuis 6 ans, bien que l'homme à qui elle appartenait fût censé être mort. Sergent de première classe, Derek Tanner, son instructeur du cours avancé de tir de précision à Fort Campbell, l'homme qui lui avait enseigné la traque, le camouflage et comment lire le terrain comme une langue, l'homme qui avait été révoqué pour manquement à l'éthique après qu'une enquête eut révélé qu'il avait pris des tirs non autorisés lors de déploiements outre-mer. Des kills confirmés sans paperasse, sans autorisation, sans justification, autre que son propre jugement. L'homme qui, lors de leur dernière conversation, lui avait dit qu'elle regretterait de l'avoir dénoncé, qu'un jour elle serait sur le terrain et que les règles ne la sauveraient pas, et qu'elle souhaiterait avoir appris à penser par elle-même. On l'avait déclaré mort en Afghanistan 3 ans plus tôt. Embuscade sur un convoi, aucun corps récupéré, déclaré mort après 6 mois. Il n'était pas mort. Il était ici, dans ces montagnes, en train de la traquer. Marsh la dévisageait.
Tu le connais ? Elle hocha la tête, ne put parler pendant un moment. Les implications se bousculaient trop vite. Tanner était censé être mort. Il était vivant. Il travaillait pour quiconque avait organisé cette opération. Il faisait partie de l'équipe protégeant la rencontre avec Petrov, ce qui signifiait que cela allait bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé, plus loin qu'un seul officiel corrompu ou qu'une opération non autorisée. C'était systématique, organisé, professionnel. Et Tanner était le meilleur tracker qu'elle y eût jamais vu. « Marche, dit-elle, il faut bouger, maintenant, il vient. Et si on reste ici, on meurt. Où va-t-on ? Les points de ralliement sont compromis, les communications sont brouillées, on est coupé et seul, et ils savent qu'on est là. » Elle regarda le complexe dans la vallée en contrebas. Pensa à Petrov. Pensa aux Américains en réunion avec lui. Pensa aux photographies que Marsh avait prises, à la tablette chiffrée dans son sac, un levier. C'était ce dont ils avaient besoin. Une information si importante que quelqu'un briserait le brouillage pour l'obtenir. Des preuves si accablantes que même ceux qui les avaient envoyés mourir seraient contraints d'en reconnaître l'existence. « On y retourne, dit-elle. Marsh la dévisagea. Au complexe. On contourne, on établit une position avec vue sur les 4 positions de tireurs connus, on les force à venir à nous au lieu de nous traquer, et on identifie chaque personne dans ce complexe. On prend les visages, on rassemble les preuves, on obtient quelque chose qu'on peut échanger contre nos vies. C'est de la folie. Oui. Mais c'est le seul mouvement auquel ils ne s'attendront pas. Elle voyait son esprit tactique travailler, parcourir les variables, les distances, les angles, les risques. Il acquiesça. Très bien. On fait comme tu dis. Ils bougèrent. Non pas en s'éloignant du danger, mais en allant vers lui, contournant à travers un terrain déjà parcouru, utilisant la forêt et le dénivelé pour masquer leur approche. Cela prit 4 heures. 4 heures de progression lente et prudente. 4 heures à vérifier chaque ombre, chaque bruit, chaque indice que Tanner était proche. Ils trouvèrent la position au coucher du soleil. Un promontoire rocheux en altitude avec une visibilité à 360 degrés. 680 mètres du complexe, des lignes de tir dégagées sur les 4 positions de tireurs connus. Défendable, dissimulable, parfait, trop parfait. Tanner connaîtrait ce poste, s'attendrait à ce que quelqu'un l'utilise à un moment donné. Mais c'était justement ce que voulait Dunn. Elle comptait là-dessus. Ils s'installèrent. Marsh à l'observation, Dunn au fusil, et ils attendirent, tandis que la nuit tombait sur la vallée et que les lumières du complexe s'allumaient, et que les hommes à l'intérieur poursuivaient leur réunion comme si 16 Américains n'étaient pas morts pour protéger leurs secrets. 6 heures passèrent. Minuit vint et s'en alla. Rien ne bougeait hormis le vent et les silhouettes lointaines des gardes effectuant leur rotation. À 1 heure du matin, un mouvement. La silhouette de Tanner. 520 mètres en contrebas, suivant la piste qu'ils avaient laissée plus tôt, les traquant avec la même précision méthodique dont elle se souvenait de l'entraînement. Elle plaça le réticule sur lui, tir parfait, centre de masse, pas de vent, aucun obstacle. Son doigt reposait sur la détente. Tanner s'arrêta, leva les yeux, regarda directement vers leur position, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas les voir, qu'il n'avait aucun moyen de les repérer dans l'obscurité avec le camouflage qu'ils avaient construit. Pourtant il savait, elle le sentait, il savait exactement où il se trouvait. La radio crépita, sa voix, calme, presque douce. « Dunn, je sais que tu es là-bas. Ça fait 6 ans que j'attends ça. Tirer et s'évanouir, hein. C'est ce que Greer nous a appris. Tu tires. Et moi je suis toujours là. Alors, qui est le meilleur ?» Elle ne répondit pas, ne bougea pas, garda le réticule stable sur sa poitrine. « Prouve que tu m'as dans ta ligne de mire, » dit-il. Elle pressa la touche radio. « Tu es à 520 stamètres au sud-ouest de ma position, derrière le chêne abattu. Tu portes du Crye Précision Multicam et un SR-25. Ton épaule droite dépasse de 10 cm parce que tu privilégies la couverture côté gauche. Tu veux que je te le prouve avec une balle ?» Silence. Puis un rire. « Tu as toujours été doué. Mais voici le problème, Dunn. Tu crois que je suis seul ? Je ne le suis pas. » 3 coups de feu supprimés, simultanés, frappant les rochers autour de leur position depuis 3 directions différentes. Pas des tirs mortels, des tirs d'avertissement, démontrant qu'elle s'était trompée dans son décompte, qu'il n'y avait pas 4 positions de tireurs. Il y en avait 8.
et elle venait de révéler sa position à chacun d'entre eux tigneux. 3 tirs supprimés, 3 directions distinctes. Les rochers autour de leur position explosèrent en fragments de pierre et de poussière. Pas des tirs mortels, des démonstrations, des messages écrits en balles, disant « Nous vous voyons, nous vous tenons, il n'y a nulle part où fuir ». Rachel Dunn ne se figea pas. Se figer, c'était mourir. Elle bougea, vite, fort et bas, roulant vers la gauche, s'éloignant des points d'impact, entraînant Marsh par le pur élan et ce type de confiance qui ne naissait que lorsque l'on s'entraînait ensemble, jusqu'à ce que le mouvement devienne instinct. Ils basculèrent à l'arrière du promontoire, utilisant la gravité, l'obscurité et le terrain qu'ils avaient mémorisé lors de l'installation. 8 positions. Tanner n'avait pas menti. Elle en avait repéré 4 pendant l'observation, avait cru être minutieuse, avait pensé que ces 3 jours de surveillance lui avaient fourni un tableau complet du dispositif ennemi. Elle s'était trompée. Et dans ce métier, se tromper signifiait mourir. Ils touchèrent le bas de la pente et continuèrent à bouger, utilisant un lit de ruisseau asséché comme couvert, mettant distance et obstacle entre eux et les tireurs qui connaissaient désormais leur position approximative. Marsh respirait fort à côté d'elle, contrôlé mais pressant, le souffle d'un homme qui comprenait qu'il venait de tomber dans un piège et que la seule question était de savoir s'il pouvait en ressortir. « Combien en as-tu compté ?» demanda Dunn, la voix à peine au-dessus du murmure. « J'ai vu des lueurs de bouche depuis 3 positions non identifiées. Combinées aux 4 qu'on connaissait, ça fait 7. Tanner fait 8. 8 tireurs d'élite professionnels, champ de tir croisé, réponse coordonnée, communication professionnelle. Ce n'était pas une équipe de sécurité assemblée à la va-vite, c'était une opération délibérée, richement financée, disposant de ressources dépassant tout ce à quoi une organisation criminelle devrait avoir accès. Quelqu'un avait payé très cher pour protéger ce qui se passait dans ce complexe, et quelqu'un avait payé encore plus cher pour s'assurer que personne qui l'avait vu n'en repartit vivant. Ils progressèrent en silence pendant 30 minutes, mettant 2 kilomètres entre eux et le point de contact, utilisant chaque relief et chaque technique de dissimulation que l'entraînement leur avait enseigné. Quand ils s'arrêtèrent enfin, coincés dans un ravin étroit leur offrant une couverture par le haut et des lignes de vue dégagées vers l'arrière, Marsh sortit la tablette chiffrée. L'écran luisait faiblement dans l'obscurité. Il ouvrit à nouveau le fichier de mission, celui qu'on leur avait remis 96 heures plus tôt. Se mit à fouiller plus profondément dans l'arborescence, cherchant des fichiers cachés, des documents enfouis, n'importe quoi qui expliquerait dans quoi ils avaient mis les pieds. Il trouva quelque chose. Un journal de communication. Du trafic chiffré entre le général qui les avait briefés et un destinataire inconnu. Horodatage, 48 heures avant leur insertion. Déploiement de moyens approuvés. Insertion équipe d'observation primaire à la grille désignée. Éléments de réaction rapide en attente pour contingence d'extraction. Chronologie de mission. 72 heures. Autorisation de photographie des cibles accordées. Marsh descendit plus bas dans le document. Trouva un autre message. Celui-ci envoyé 6 heures après leur insertion. Force de réaction. Un inséré point de ralliement. Foxtrot 3. Force de réaction 2 insérés point de ralliement. November 7. Les 2 éléments établissent une surveillance et attendent signal d'extraction. Dunn relut les messages 2 fois, laissa les implications se déposer. Ils ont envoyé des renforts sans nous prévenir, établi des points de ralliement dont nous ignorions l'existence, inséré des équipes après que nous étions déjà sur le terrain. Marsh acquiesça. Ce qui signifie que tout cela n'a jamais eu pour but que nous menions à bien l'observation et l'extraction. Il s'agissait de nous utiliser pour identifier des cibles. Elle comprenait tout parfaitement, et détestait cela avec une clarté presque physique. Quelqu'un l'avait envoyée sur le terrain comme appât, avait utilisé sa présence pour forcer la sécurité ennemie à se dévoiler, avait planifié depuis le début qu'elle attirerait le feu, serait traquée, créerait les conditions pour que les équipes de réaction rapide identifient et éliminent les tireurs hostiles, sauf que le plan avait échoué. Les équipes étaient mortes. 16 Américains exécutés dans des fosses peu profondes, pendant qu'elle était couchée dans la boue à observer un complexe qu'elle ne comprenait pas. Et maintenant, elle et Marsh étaient côté seuls, coupés du monde, traqués par 8 professionnels, connaissant le terrain et disposant de l'équipement et de l'entraînement
pour achever ce que les équipes de réaction rapide n'avaient pu accomplir. Marsh parcourait encore les fichiers. Il s'arrêta. Sa respiration changea, devint très calme, d'une façon qui n'avait rien à voir avec la discipline tactique. Dunn. Il faut que tu vois ça. Elle regarda l'écran. Un courriel envoyé depuis une adresse qu'elle ne reconnaissait pas au général qui les avait briefés. Horodaté 12 heures plus tôt. Objet, statut de l'élément d'observation. Le message était bref. 3 phrases qui changeaient tout. L'équipe d'observation primaire a obtenu les photographies des cibles. Objectif de mission atteint. Autoriser le protocole de nettoyage et s'assurer qu'il n'y ait aucun témoin. Protocole de nettoyage. Euphémisme militaire pour élimination. Quelqu'un au niveau du commandement avait autorisé leur mort. Avait signé pour une mission conçue depuis le début comme un aller simple. Marsh la regarda. Son visage était invisible dans l'obscurité, mais elle pouvait entendre la question dans son silence. L'incrédulité, le genre de trahison qui allait plus profond que la tactique ou la stratégie, qui entamait la confiance fondamentale qu'un soldat devait accorder à sa chaîne de commandement. « Qui a envoyé ce courriel ?» demanda-t-elle. « Expéditeur inconnu, acheminé via 3 serveurs proxy, mais il provient du réseau du département de la Défense, quelqu'un avec un accès de haut niveau. » Elle digéra l'information. Quelqu'un au sein du département de la Défense avait ordonné sa mort, avait orchestré l'ensemble de cette opération, l'avait utilisé pour photographier Petrov en réunion avec des Américains non identifiés, puis avait planifié de l'éliminer pour s'assurer que les preuves ne remonteront à jamais. Sauf qu'elle était toujours en vie et qu'elle avait toujours les photographies. Et que quiconque avait envoyé ce courriel était sur le point d'apprendre que tuer Rachel Dunn était considérablement plus difficile que de signer un bout de papier. La tablette vibra. Message entrant, canal chiffré qu'elle ne reconnaissait pas. L'identifiant de l'expéditeur n'affichait qu'une seule initiale. G. Greer. Elle ouvrit le message. Sortez immédiatement. Vous n'étiez pas censé voir ça. Mission non autorisée. Vous êtes grillé. Exfiltrez-vous par vos propres moyens ou vous êtes mort. Mission non autorisée. Grillé. Le mot pesait lourd. Greer n'utilisait pas de langage dramatique, n'exagérait jamais. S'il disait que la mission n'était pas autorisée, cela signifiait que quelqu'un avait mené une opération noire en dehors des canaux officiels. S'il disait qu'elle était grillée, cela voulait dire que son nom figurait quelque part sur une liste qui se terminait par une balle. Elle tapa une réponse. 8 tireurs, point de ralliement compromis, Tanner vivant et en chasse, besoin d'extraction. La réponse revint en quelques secondes. Tanner travaille pour Iron Gate Solutions, sous-traitant privé qui assure la sécurité de personnes que le gouvernement américain ne peut pas rencontrer officiellement. Tu es tombé sur quelque chose au-dessus de ton niveau d'habilitation. Les 8 tireurs sont l'équipe de nettoyage. Les forces de réaction rapide ont été envoyées pour t'extraire, mais quelqu'un a divulgué les positions. La seule issue est d'éliminer les 8 ou ils te traqueront indéfiniment. Iron Gate Solutions. Elle avait entendu ce nom. Société militaire privée, opérant dans les zones grises où l'armée officielle ne pouvait aller. Recrutant d'anciens membres, des opérations spéciales, payant mieux que le gouvernement, sans supervision, sans obligation de rendre des comptes. Et ils avaient engagé Derek Tanner, le meilleur tracker qu'elle eût jamais vu. L'homme qui lui avait enseigné tout ce qu'elle savait sur la chasse aux cibles humaines. L'homme qui utilisait désormais ce savoir pour la chasser. Marsh lut le message par-dessus son épaule. Donc, on les tue tous les 8. Elle chargea un chargeur neuf dans son fusil. Le déclic métallique résonna bruyamment dans le silence, définitif. Un son signifiant que les décisions avaient été prises et qu'il n'y avait plus de retour possible. « Non, dit-elle. C'est moi qui tue les 8. Toi, tu relais mes positions à Greer. Tu crées une copie de sauvegarde. Si je ne m'en sors pas, quelqu'un saura ce qui s'est passé ici. » Marsh la dévisagea. « On est partenaires. Partenaire signifie que tu me fais confiance pour faire mon travail. Ton travail, c'est la documentation. Le mien, c'est le tir. » Il commença à protester. Elle le coupa d'un regard. Le genre de regard que Greer lui avait lancé une centaine de fois pendant l'entraînement. Le regard qui disait « Ce n'est pas négociable, c'est comme ça que ça marche. Tu suis ou tu dégages. » Marsh obtempéra. Parce que c'est ce que faisaient les bons soldats. Ils faisaient confiance à leur chef d'équipe même quand la mission était impossible, surtout dans ces moments-là. Dunn afficha la carte tactique sur sa tablette.
marqua les 4 positions de tireurs connues depuis leur observation initiale, ajouta les 3 nouvelles révélées par les lueurs de Bush. Tanner faisait 8, mais il était mobile, impossible à fixer sur une carte. Elle étudia le dispositif, les distances, les angles, les champs de tir croisés. 7 positions fixes, un chasseur mobile, schéma standard de couverture pour la protection d'un actif de haute valeur. 3 positions formaient un triangle autour du complexe lui-même. Sécurité rapprochée. 4 positions sur le terrain élevé. Observation et interdiction à longue portée. Tanner circulait entre elles, comblant les vides et répondant aux menaces. Le triangle était le problème. Positions 2, 3 et 5. Distance de soutien mutuel, ligne de vue croisée. On ne pouvait approcher l'une sans être vu par les autres. Dispositif professionnel. Celui qui avait planifié cela savait ce qu'il faisait. Mais les dispositifs professionnels avaient une faiblesse. Ils reposaient sur la prévisibilité, sur des cibles qui se comportaient rationnellement, sur des ennemis qui suivaient la doctrine et prenaient des décisions tactiques sensées. Rachel Dunn avait cessé de prendre des décisions sensées à l'instant où elle avait appris que son propre commandement l'avait envoyée ici pour mourir. Elle allait faire quelque chose que Tanner n'anticiperait pas. Quelque chose qui violait toutes les règles d'engagement qu'on lui avait enseignées. Quelque chose que Greer aurait qualifié de téméraire, de stupide, et exactement le genre de choses qui faisait tuer de bons soldats. Mais Greer n'était pas là, et le règlement avait volé en éclats. Elle allait commencer par la cible la plus difficile. Position 7, la position élevée la plus au sud, 840 mètres du complexe, isolé de tout soutien mutuel. Le tireur posté là-bas serait confiant dans sa distance, assuré par son altitude, certain que personne ne serait assez fou pour le traquer, alors que 7 autres tireurs étaient actifs dans le secteur. Cette confiance le tuerait. Elle se tourna vers Marsh. « J'ai besoin que tu restes ici. Surveille les communications. Suis ma position via la balise GPS. Si je disparais, tu transmets tout à Greer et tu cours vers le sud. Ne t'arrête pas. Ne reviens pas me chercher. Cours, c'est tout. » Marsh n'aimait pas ça. Elle pouvait le lire dans la tension de ses épaules. Mais il acquiesça, parce que les ordres étaient à les ordres, et qu'elle avait raison, et qu'ils le savaient tous les deux. Dunn vérifia son fusil, vérifia son arme de poing, vérifia le couteau fixé à son gilet, vérifia tout 2 fois, parce qu'on n'avait qu'une seule chance et que l'échec serait définitif. Puis elle s'enfonça dans les ténèbres. Traquer une position prenait du temps. On ne pouvait pas se précipiter, pas prendre de raccourcis. Il fallait se déplacer avec le genre de patience que la plupart des gens ne pouvaient comprendre, le genre qui exigeait de devenir un morceau du paysage, de respirer avec le vent, de se mouvoir avec les ombres, et de croire que l'immobilité était une arme aussi efficace que n'importe quelle balle. Il lui fallut 2 heures pour couvrir 1 kilomètre. 2 heures à ramper, à attendre, à avancer centimètre par centimètre, à travers un terrain qui cherchait à vous trahir à chaque pas. Des roches instables qui pouvaient glisser, des feuilles sèches qui pouvaient craquer, des branches qui pouvaient casser. Elle les évita toutes. La position 7 apparut dans son champ de vision à 3 heures du matin. Le tireur était bon. Il avait construit un poste utilisant le terrain naturel et le camouflage artificiel en proportion égale. Depuis toute approche conventionnelle, il aurait été invisible. Mais Dunn n'approchait pas de manière conventionnelle. Elle arrivait par le bas, utilisant le système de drainage et les formations rocheuses pour masquer sa silhouette, progressant à travers des angles morts que sa lunette ne pouvait couvrir. Elle arriva à 300 mètres, puis 200, puis 100. À 50 mètres, elle le voyait clairement à travers ses optiques. Un homme, la trentaine peut-être, équipement professionnel, fusil coûteux. Il balayait la vallée en contrebas, guettant le mouvement, confiant dans sa sécurité. Il ne regardait jamais derrière lui. Dunn s'installa en position, contrôla sa respiration, trouva l'image de tir parfaite, centre de masse. Pas de vent à cette distance, aucun obstacle. Juste la mécanique, la géométrie et la certitude absolue qui venait de 10 000 heures d'entraînement. Elle tira. Le son du tir supprimé était presque rien. Une toux sèche absorbée par la montagne. À travers la lunette, elle regarda la position 7 s'effondrer. Regarda l'équipement professionnel et le fusil coûteux devenir sans objet. Regarda la confiance devenir immobilité. 1 de moins. 7 restants. Elle ne bougea pas de sa position pendant 30 minutes,
attendit pour voir si quelqu'un avait entendu, si quelqu'un allait enquêter, si les autres positions surveillaient le statut de la position 7. Rien. Pas de communication radio, pas de mouvement. L'élimination avait été silencieuse, invisible, exactement ce dont elle avait besoin. Elle se dirigea ensuite vers la position 4, crête occidentale, 760 mètres de sa position actuelle. L'approche était plus difficile cette fois, plus exposée, moins de couverture. Elle devait synchroniser ses déplacements avec les rafales de vent pour masquer le bruit. Utiliser les ombres mouvantes de la couverture nuageuse. Devenir quelque chose qui n'était ni tout à fait humain, ni tout à fait animal, mais quelque chose entre les deux, que l'œil humain ne pouvait traiter, même en le regardant directement. Le déplacement prit 90 minutes. La position 4 était en train de se relocaliser quand elle arriva. La voix de Tanner avait retenti sur leur réseau de communication. Elle pouvait l'entendre faiblement sur son scanner. Resserrement périmétrique. Elle est à l'intérieur de notre filet. Le tireur de la position 4 obéissait aux ordres, abandonnant son poste initial, se déplaçant vers une nouvelle position 50 mètres plus au nord. Ce mouvement l'exposa. Pas complètement, pas imprudemment, mais pendant 8 secondes, il fut visible, découpé sur fond de ciel. Une cible. Dunn était déjà en position. Déjà en visée, déjà en attente. Elle tira. La position 4 tomba lourdement. 2 de moins, 6 restants. Les communications radio s'intensifièrent après cela. Elle pouvait percevoir l'alarme dans les voix, même à travers la platitude tactique des échanges professionnels. Position 4, rapporté. Position 7, vérification de statut. Pas de réponse. Parce que les morts ne répondent pas aux radios. La voix de Tanner trancha les échanges, calme, contrôlée, presque douce. Toutes les positions, repli sur ligne défensive, secondaire, protocole de soutien mutuel, champ de tir croisé. Personne ne bouge sans confirmation visuelle de la position adjacente. Il s'adaptait, prenait peur, se rendait plus difficile à éliminer. Tant mieux. Les gens effrayés commettèrent des erreurs. Les positions 2, 3 et 5 formèrent leur triangle. Exactement comme Dunn l'avait prédit. Soutien mutuel par le manuel. Chaque position pouvait voir les autres, fournir un feu de couverture, empêcher précisément le type d'approche furtive qu'elle avait utilisé contre les positions 4 et 7. Elle ne pouvait pas les prendre individuellement, pas sans être vue, pas sans s'engager dans un tir croisé qui la déchiquetterait avant qu'elle ne soit à 800 mètres. Alors, elle ne les prendrait pas individuellement. Dunn effectua un large contournement et se dirigea vers le complexe lui-même. Le bâtiment était sombre maintenant. La réunion s'était terminée des heures auparavant. Petrov et ses contacts américains étaient partis. Seule la sécurité restait. Et la sécurité surveillait l'extérieur, guettant les menaces depuis le périmètre, ne s'attendant pas à ce que quiconque soit assez dément pour approcher le complexe alors que 8 tireurs étaient en activité. Elle s'infiltra par la clôture sud, se faufila entre les bâtiments dans les ombres et trouva ce qu'elle cherchait dans le 3e bâtiment. Stockage de carburant, cuve de diesel pour les générateurs de secours, fourniture de maintenance, et 3 fusées éclairantes laissées négligemment sur un établi. Elle improvisa, prit les fusées, prit une longueur de fil électrique, prit un dispositif de minuterie provenant d'un détecteur de mouvement à éclairage. Assembla quelque chose qui n'était pas sophistiqué, mais qui n'avait pas besoin de l'être. Juste besoin de brûler. Elle plaça les dispositifs dans 3 bâtiments, régla les minuteries sur 10 minutes, revint se poster en hauteur à 800 mètres au nord-est, avec vue dégagée sur le triangle. Et elle attendit. Les explosions ne furent pas spectaculaires, juste assez pour embraser le stockage de carburant et provoquer un incendie. Les flammes se propagèrent rapidement à travers les structures en bois, nourries par le diesel et le bois sec. Une fumée noire s'éleva en tourbillonnant dans le ciel nocturne, visible sur des kilomètres. Les communications radio passèrent du professionnel au paniqué en quelques secondes. Feu. On a un incendie. Origine inconnue. Le triangle pivota. Les 3 positions tournèrent leur attention vers le complexe, essayant de comprendre ce qui brûlait, tentant de déterminer s'il s'agissait d'une attaque, d'un accident ou d'une diversion délibérée. 15 secondes. Voilà la fenêtre que Dunn obtint. 15 secondes pendant lesquelles les positions 2, 3 et 5 étaient focalisées sur le complexe au lieu de leur secteur.
15 secondes pendant lesquelles ils s'exposèrent en cherchant à voir ce qui se passait. Elle prit la position 5 en premier, la plus éloignée de sa propre position, 920 mètres. Portée extrême pour les conditions, mais elle avait l'altitude, la plateforme de tir stable, et elle avait accompli ce tir 1 millier de fois à l'entraînement. La balle mit 4 secondes à arriver. Le temps qu'elle frappe, Dunn transitait déjà vers la position 3. Tira à nouveau, transita vers la position 2, tira une troisième fois. 40 secondes au total, 3 tirs, 3 éliminations. À travers la lunette, elle les regarda tomber, regarda le triangle s'effondrer, regarda la sécurité professionnelle se réduire à néant parce qu'ils avaient commis l'erreur de détourner le regard pendant 15 secondes. 5 positions éliminées, 3 restantes. Dunn changea de position immédiatement. Changea de poste avant que les tireurs restants ne puissent trianguler sa lueur de bouche. Se déplaça de 400 mètres vers l'est jusqu'à un éperon rocheux lui offrant des angles différents, des champs de tir différents. La radio était le chaos désormais, des voix multiples se chevauchant, panique et colère, et la prise de conscience qu'ils étaient traqués par quelqu'un de meilleur qu'eux. La voix de Tanner trancha le brouhaha, calme, contrôlée, presque douce. Position 6 à 8, rapportez votre statut. Position 6, crête nord-est, statut vert. Position 8, approche sud-ouest, statut vert. Position 1, mobile en poursuite. 3 restants, plus Tanner, 4 au total. Les chances s'amélioraient, mais 4 tireurs entraînés restaient 4 de trop pour un combat ouvert. La voix de marche parvint par l'oreillette. Canal chiffré que seuls eux deux partageaient. Dunn, je détecte une activité thermique accrue. Crête nord-est, la position 6 est en mouvement. On dirait qu'il se repositionne pour contrer ta dernière localisation. Elle assimila l'information. La position 6 avait repéré sa lueur de bouche, tentait de la contourner. Manœuvre intelligente, réaction professionnelle. Mais il bougeait. Et bouger signifiait exposition. « Donne-moi sa trajectoire », dit-elle. Marsh lui relaya les coordonnées et le cap. Dunn calcula mentalement, anticipa l'endroit où la position 6 se trouverait dans 90 secondes s'il maintenait sa vitesse et sa direction. Trouva un point d'étranglement naturel, un passage étroit entre deux formations rocheuses que tout tireur avisé utiliserait pour se dissimuler. Elle se déplaça pour l'intercepter. Arriva avec 20 secondes d'avance. S'installa derrière un arbre tombé qui lui offrait couverture et vue parfaite sur la brèche. La position 6 apparut pile à l'heure prévue. Se déplaçant prudemment, arme levée, regard balayant, professionnel en tout point, sauf un. Il était blessé. Elle pouvait le voir maintenant à travers les optiques. Épaule gauche, du sang tachant son gilet tactique. Pas une blessure fraîche, vieille de plusieurs heures. Probablement reçue lors du contact initial quand ils avaient tiré des coups de semonce vers sa position. Il était touché. Essayait de le cacher, et cela le rendait vulnérable. Dunn plaça le réticule sur lui, 300 mètres, tir propre, élimination facile, son doigt reposait sur la détente. Et elle pensa aux équipes de réaction rapide. 16 Américains morts envoyés dans ces montagnes, sans renseignements corrects, sans renfort, sans aucune chance de réussite. 16 soldats qui avaient fait confiance à leur chaîne de commandement et étaient morts pour cette confiance. Elle pensa au général sans un signe, aux ordres insensés, à la mission conçue pour échouer. Elle pensa à ce que Greer lui avait dit pendant l'entraînement. Tu feras face à des moments où tu devras choisir entre suivre les ordres et suivre ta conscience. L'armée t'apprend à suivre les ordres. Moi, je t'apprends à savoir quand ne pas le faire. La position 6 avait 25 ans, peut-être moins. Il suivait les ordres d'hommes qui le payaient 50 000 $ pour tenir un poste pendant 3 jours. Ce n'était pas lui qui avait tué les équipes de réaction rapide, c'était Tanner. Ce gamin essayait juste de survivre à son contrat et de rentrer chez lui. Dunn abaissa son fusil, sortit de derrière l'arbre, interpella à voix haute « Lâche ton arme, mains en l'air, tu es blessé et tu as perdu ». Le gosse se figea, pivota vers sa voix, la vit debout à 50 mètres de lui, fusil pointé vers le sol, pas menaçante, pas agressive, juste présente. Il aurait pu tirer, aurait dû tirer. Elle lui offrait l'ouverture. Mais il ne le fit pas. Parce qu'il était blessé, effrayé, et qu'il venait de voir 5 de ses coéquipiers mourir en 1 heure. Et qu'il savait qu'elle aurait pu le tuer à couvert, mais avait choisi de ne pas le faire. Il lâcha le fusil. Leva les mains. « Vous êtes Dunn ?» demanda-t-il.
la voix légèrement tremblante, la jeunesse et la peur le rendant sincère d'une manière qu'il n'était probablement pas censé être. Elle hocha la tête. Tanner disait que vous ne vous approcheriez jamais aussi près. Disait que vous preniez toujours le tir à distance. Tanner ne me connaît pas aussi bien qu'il le croit. Le gosse hésita, puis parla vite. Des mots nerveux qui se bousculaient, comme s'il avait peur que, s'il ne les disait pas rapidement, il resterait enfermé à jamais en lui. Irongat nous a engagés. 50 000 pour 3 jours. Ils ne nous ont pas dit qu'on allait tuer des Américains. Ils ne nous ont rien dit, sauf tenir nos positions et protéger le complexe. Tanner s'est occupé du reste. Les équipes de réaction rapide. Pas nous. Nous, on a juste tenu nos positions. La voix de Marsh dans son oreillette. Dunn, c'est un combattant ennemi. Tu ne peux pas le laisser partir comme ça. Elle ignora Marsh. Garda les yeux sur le gosse. Vit la blessure, vit la peur. Vit quelqu'un qui avait fait l'erreur d'accepter l'argent des mauvaises personnes et qui payait désormais de sa vie, de sa liberté ou de n'importe quel morceau de lui-même qu'il allait perdre dans les 60 prochaines secondes. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle. « Whitley. Jason Whitley. »« Quel âge as-tu, Jason Whitley ?»« 23 ans. » Dunn pensa à ce que c'était d'avoir 23 ans, au choix qu'elle avait fait, aux personnes à qui elle avait fait confiance, aux missions qu'elle avait acceptées parce que quelqu'un en position d'autorité lui avait dit qu'elles étaient importantes. « Pars, dit-elle, marche vers le sud, ne te retourne pas. Si je te revois, tu es mort, compris ?» Whitley la fixa, essayant de déterminer si c'était un piège, si elle allait lui tirer dessus dès qu'il aurait le dos tourné. Elle abaissa complètement son fusil, le passa en bandoulière dans son dos, lui montra ses mains vides. « Vas-y, maintenant, avant que je change d'avis. » Il s'en alla, trébuchant sur la pente, se déplaçant trop vite, faisant du bruit, ne se souciant plus du déplacement tactique ni des procédures correctes, courant simplement parce qu'on lui avait offert une chance de vivre et qu'il n'allait pas la gaspiller. Marsh revint sur la radio. « Je ne comprends pas ce que tu viens de faire. Je l'ai laissé partir parce qu'il n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est Tanner. Whitley était un sous-traitant qui suivait des ordres. Elle était une soldate qui avait appris que parfois les ordres étaient mauvais, que parfois les gens qui donnaient les ordres avaient des objectifs qui n'avaient rien à voir avec l'honneur, le service ou la protection du pays, que parfois il fallait prendre ses propres décisions sur qui méritait de mourir et qui méritait de vivre. Et Jason Whitley, 23 ans, saignant d'une blessure à l'épaule, ne méritait pas de mourir dans ces montagnes pour 50 000 $ et un mensonge. 3 positions restantes, Tanner mobile. Position 8 non localisée, et quelque part dans les ténèbres, la dernière pièce du puzzle attendant d'être révélée. Dunn gagna les hauteurs, trouva une position élevée, lui offrant une vue d'ensemble de la vallée entière. Le complexe brûlait encore, les flammes éclairant la nuit, la fumée brouillant les signatures thermiques, le chaos et la confusion jouant en sa faveur. Elle balaya méthodiquement, cherchant la position 8. La dernière position fixe, celle qui n'avait pas tiré, n'avait pas bougé, ne s'était pas révélée durant tout l'engagement. Marsh faisait de même depuis son poste. Thermoscope actif. En recherche. Rien. La position 8 était un fantôme. Soit le tireur avait abandonné sa position et s'était enfui, soit il était meilleur en matière de dissimulation que quiconque Dunn avait rencontré. Elle pariait sur la seconde hypothèse. La voix de Tanner s'éleva sur la fréquence ouverte, diffusant pour tout le monde, pour Dunn, pour Marsh, pour la position 8. Impressionnant, capitaine Dunn. Tu viens d'éliminer 5 sous-traitants entraînés en moins de 2 heures. Mais tu as raté quelque chose. Elle ne répondit pas. Attendit. La position 8 a toujours été la mienne. Dit une nouvelle voix. Féminine, américaine, calme, professionnelle et absolument confiante. Dunn sentit son sang se glacer. Sentit la reconnaissance la percuter comme un choc physique. Elle connaissait cette voix. Avait servi avec cette voix. Avait confié sa vie à cette voix lors de 2 déploiements et d'une 12aine de rotations d'entraînement. Capitaine Lauren Cade, son ancienne adjointe à l'unité de précision, déclarée tuée au combat 4 ans plus tôt, en Irak, convoi de véhicules frappé par un engin explosif improvisé, 3 morts, aucun corps récupéré en raison d'une explosion secondaire et d'un incendie, déclarée morte après que l'enquête eut conclu qu'aucun survivant n'était envisageable, pas morte, ici, dans ces montagnes, en train de la chasser.
Lorraine, dit Dunn. Pas une question, un constat. Bonjour Rachel, ça fait longtemps. J'ai vu le rapport de perte. Tu avais été tué. Engin explosif improvisé près de Kaboul. C'est ce qu'on voulait te faire croire. La voix de Cade était détendue, conversationnelle. La voix de quelqu'un ayant tout son temps et ne se souciant aucunement que la personne à qui elle parlait représente la moindre menace. La vérité, c'est que j'ai été recruté. Irongat m'a proposé le triple de ce que l'armée me payait. Meilleur équipement, meilleure mission, et je choisissais mes contrats, comme celui-ci. Dunn assimila l'information. Cade avait été un tireur d'élite exceptionnel, scores les plus élevés du cours avancé, esprit tactique capable de lire le terrain et de prévoir les mouvements ennemis avec une précision saisissante. Si elle avait passé 4 ans à travailler pour Irongate, à s'entraîner avec leurs ressources, à accepter des contrats lui permettant d'affiner ses compétences sans restriction militaire, elle serait désormais meilleure qu'elle ne l'avait été à l'époque. Et elle était déjà très douée. Pourquoi ? Demanda Dunn. Tu avais une carrière, tu avais un but. J'avais des ordres, répondit Cade, des ordres de gens qui nous envoyaient là où on n'aurait pas dû aller pour faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et quand ça tournait mal, ils se couvraient et nous laissèrent payer l'addition. Tu te souviens de Kandari ? Tu te souviens de ce qu'ils nous ont fait faire ? Dunn se souvenait. Kandari avait été terrible. Perte civile, ciblage douteux, règles d'engagement changeant quotidiennement selon les pressions politiques plutôt que la réalité tactique. Elle avait rédigé des rapports, contesté des ordres, avait failli être relevée pour insubordination. Cade n'avait rien déposé, avait suivi chaque ordre, avait fait ce qu'on lui demandait sans question, ni plainte. Ou du moins, c'est ce que Dunn avait cru. « C'est de ça qu'il s'agit » demanda Dunn. « Kandari » Kandari m'a montré la vérité, dit Cade. Nous sommes des outils, des pièces jetables utilisées par des gens qui ne verront jamais le combat et ne feront jamais face aux conséquences de leurs décisions. Alors j'ai cessé d'être un outil, je suis devenu une professionnelle. Je suis payé, je pars. Aucune loyauté sauf envers le contrat. Et le contrat ici, c'est de me tuer ? Silence sur la ligne. Puis Cade reprit la parole, la voix changée, plus dure, plus froide. Le contrat est de protéger le complexe. Éliminer les témoins. Tu t'es fait témoin en photographiant Petrov, rien de personnel, juste du business. Dunn ne bougea pas, ne changea pas de position. Cade n'avait pas encore tiré, ce qui signifiait soit qu'elle n'avait pas de tir propre, soit qu'elle attendait quelque chose. Dans les deux cas, tout mouvement trahirait la position de Dunn. Voici la situation, Rachel, poursuivit Cade. Je ne tire pas, Tanner ne tire pas. Tu t'en vas, tu laisses la tablette avec les photographies, tu oublies que tu as vu Petrov, tu oublies que tout ceci s'est passé. Une pause. Ou bien je tue ton observateur. Je l'ai dans ma lunette depuis le début, pas toi. Lui. La voix de Marsh parvint par le canal chiffré, tendu, contrôlé. Mais elle percevait la pointe de peur sous la discipline. Dunn. J'ai un point laser sur ma poitrine. Cade avait des optiques thermiques, une position élevée. Elle avait observé tout l'engagement. Avait laissé Dunn tuer 5 sous-traitants parce que cela lui était indifférent. Ils étaient liés de la concurrence, de la main-d'œuvre jetable, mais Marsh était un levier. Et Cade savait exactement comment utiliser un levier, la tablette maintenant, où Marsh meurt. Dunn calcula distance, angle, temps de réaction. Cade tenait Marsh en joue. Tanner était mobile quelque part dans la vallée. Impossible de sauver Marsh et de combattre les deux. Si elle cédait la tablette, elle perdait la seule preuve que Petrov avait rencontré des Américains. Perdait le levier qui pouvait la maintenir en vie assez longtemps pour être extraite. Mais si elle ne cédait pas la tablette, Marsh mourrait. Et Marsh l'avait suivie dans ce bourbier sans poser de questions. Lui avait fait confiance alors que cette confiance signifiait marcher dans un piège qui les tuerait probablement tous les deux. Elle prit la décision en 3 secondes. Marsh, à mon signal, tu te jettes à gauche. Violemment. Ne réfléchis pas. Bouge, c'est tout. Dunn, je ne vois pas sa position. Si je bouge, elle va me suivre et tirer. Fais-moi confiance. À mon signal. Elle entendait sa respiration par la radio, rapide, superficielle. Le souffle d'un homme essayant de maîtriser sa peur et y parvenant presque, mais pas tout à fait. Signal. Marsh bougea, roula vers la gauche, fort et vite. Le point laser le suivit pendant une demi-seconde avant que Cade ne tire. Le tir supprimé frappa exactement là où Marsh se trouvait une seconde plus tôt. Impact sur la roche, gerbe de fragments.
Simultanément, Dunn identifia la lueur de bouche de Cade, crête nord-est, position élevée, 920 mètres de sa propre position, derrière le complexe en flammes, utilisant la fumée et les flammes pour masquer sa signature thermique. Dunn tira une fois, 2 fois, 3 fois. Succession rapide, encadrant la position, pas des tirs de précision, du feu de suppression, forçant Cade à bouger ou à mourir. À travers la lunette, elle perçut du mouvement, Cade quittant sa position, blessé peut-être, ou simplement forcé de se relocaliser. Pas une élimination, mais suffisant. La voix de Tanner sur la radio. Immédiate, urgente, mauvais choix Dunn. Un feu d'arme automatique éclata sur sa gauche. Proche, trop proche. Tanner s'était approché à 200 mètres sans qu'elle le sache. Il supprimait sa position par un tir soutenu, la forçant à rester plaqué, donnant à Cade le temps de récupérer et de se repositionner. Dunn ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas riposter. Clouée au sol, Marsh était clouée séparément. Elle pouvait l'entendre sur la radio, respirant lourdement, demandant des instructions qu'elle ne pouvait donner, car parler révélerait sa position exacte et Tanner ajusterait son tir, et ce serait la fin. Séparée, clouée, en infériorité de feu. Et alors elle l'entendit, un son qui changea tout. Des hélicoptères, lointains, mais se rapprochant. Le martèlement caractéristique de pales de rotor fendant l'air de montagne. Une nouvelle voix sur la radio, fréquence militaire officielle, professionnelle, autoritaire, tireur non identifié, ici Viper 6. En approche de votre position, 4 Black Hawks, éléments d'assaut complet. Vous avez 5 minutes pour cesser le feu et vous rendre. Le commandement conjoint des opérations spéciales. Quelqu'un avait appelé la cavalerie. La voix de Greer parvint par le canal chiffré. Celui que seul Dunn pouvait entendre. Rachel, c'est moi. Je les ai appelés. Je leur ai dit que tu avais trouvé une rencontre avec Petrov et une équipe de nettoyage mercenaires. Ils ne sont pas contents, mais ils arrivent. Tiens 5 minutes. Elle sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Pas du soulagement exactement. Le soulagement, c'était pour quand on était en sécurité. C'était autre chose, la prise de conscience qu'elle pourrait en fait survivre. Que les renforts étaient réels, proches, et chargés d'assez de puissance de feu pour mettre fin à ce cauchemar. Mais 5 minutes, c'est une éternité quand on vous tire dessus. Le feu de Tanner s'intensifia. Il savait que les hélicoptères arrivaient, savait que sa fenêtre se refermait, essayait d'éliminer Dunn avant l'arrivée du commandement des opérations spéciales. Elle ne pouvait pas rester clouée, ne pouvait pas attendre les secours, devait agir. Dunn prit une décision que Greer aurait qualifiée de folle. Elle se déplaça vers le feu de Tanner, pas en s'éloignant, vers, utilisant les bâtiments en flammes du complexe comme couverture, se déplaçant à travers la fumée, les flammes et le chaos, réduisant la distance, chassant le chasseur. Elle couvrit 80 mètres en 90 secondes, mouvement rapide, agressif, tout ce que son entraînement disait de ne pas faire dans un engagement de tireur d'élite. Mais Tanner ne s'y attendait pas. Personne ne se dirigeait vers un feu d'armes automatique, personne ne réduisait la distance quand il aurait fallu esquiver. Personne ne transformait la défense en attaque au milieu d'une fusillade. C'est exactement pourquoi elle le faisait. Elle le repéra à travers la fumée, 80 mètres, en train de progresser dans un couloir du complexe, dégageant les pièces, la cherchant. Elle pouvait le prendre par derrière, tir propre, élimination facile. Mais elle ne voulait pas la facilité, voulait qu'il sache. Voulait qu'il comprenne que tout ce qu'il lui avait enseigné, elle l'avait assimilé, que l'élève était devenu quelque chose que le maître n'avait pas anticipé. Tanner. Il pivota. L'arme montant, rapide, professionnelle, exactement comme elle l'avait prévu. Elle était plus rapide. Son fusil était déjà en joue, déjà verrouillé sur la cible, le doigt sur la détente. Ils se tenaient à 80 mètres l'un de l'autre à travers la fumée et la lueur des incendies. Tous deux avec leurs fusils braqués l'un sur l'autre. Tous deux avec la compétence nécessaire pour réussir le tir. Tous deux sachant que celui qui tirerait le premier gagnerait et que celui qui hésiterait mourrait. « Tu as toujours été têtu, » dit Tanner, la voix calme, presque admirative. « Tu as tué 16 Américains. Les équipes de réaction rapide ne t'avaient rien fait. Ils étaient en travers du chemin. Le travail consistait à contenir les témoins. Ils étaient des témoins. » Dunn sentit la rage, nette et froide et maîtrisée. Le genre de rage qui n'obscurcissait pas le jugement mais l'aiguisait, rendait tout clair. Ça m'inclut, toi surtout.
On ne peut pas avoir des tireurs d'élite militaire qui témoignent sur des rencontres avec Petrov. Mauvais pour le business. Irongat nous a tous engagés. Cade m'a recruté personnellement. Elle a dit que tu pourrais finir par te montrer. Quand on a appris que ton unité allait être déployée pour observer ce site, on a su. On a monté tout le filet. Il marqua une pause, sourit. Elle pouvait le voir même à cette distance, le sourire de quelqu'un qui aimait son travail. Mais on t'a sous-estimé. 16 Américains morts, mais tu as éliminé 5 de mon équipe. Blessé Cade. Impressionnant. Les hélicoptères y étaient mis plus proches maintenant, peut-être 3 minutes. Elle pouvait entendre les opérateurs du commandement spécial coordonner l'approche sur la radio. Vecteurs et points de pénétration. Tanner les entendait aussi. Dernière chance, Dunn. Lâche ton arme. Pars. Je disparais. Tu dis au commandement spécial que tu as trouvé une équipe de mercenaires et qu'ils se sont dispersés. Tout le monde rentre chez soi. Où on tire tous les deux. Je suis bon. Mais tu es meilleur. Peut-être que tu me tues, peut-être que je te tue, peut-être qu'on meurt tous les deux. Ça vaut le coup ? Dunn se souvint de l'entraînement avec Tanner, se souvint de lui enseignant au groupe les règles d'engagement, comment les règles vous faisaient tuer, comment les vrais tireurs prenaient à le tir avant que les juristes ne l'approuvent. Elle se souvint de l'avoir dénoncé, de l'enquête, de ses derniers mots avant son renvoi. Tu regretteras ça, Dunn, quand tu seras sur le terrain et que les règles ne te sauveront pas. Il avait eu tort. Les règles ne l'avaient pas sauvée, mais elles l'avaient gardée humaine, l'avaient empêché de devenir ce qu'il était devenu, un tueur travaillant pour l'argent plutôt que pour des principes, qui éliminait des témoins au lieu de les protéger. Elle abaissa légèrement son fusil, assez pour montrer son intention sans sacrifier sa capacité de réaction. Tu as raison, les règles comptent. Alors voici la mienne. Je n'exécute pas les prisonniers désarmés. Lâche ton arme. Rends-toi au commandement spécial, pas sans jugement, ou je te descends maintenant, c'est ton choix. Tanner la dévisagea, décontenancé, peut-être même surpris. Tu ne le feras pas, dit-il. Tu suis trop les règles. Elle tira, un seul tir, précis, contrôlé. La balle frappa le fusil de Tanner, détruisant le mécanisme de culasse à quelques centimètres de ses mains. Il le lâcha par réflexe, recula en trébuchant. Le prochain, c'est en plein centre. Choisis. Il la regarda le fusil fumant à ses pieds, regarda la fumée et les flammes et entendit le bruit des hélicoptères se rapprochant. Il leva les mains, le commandement spécial frappa le complexe 40 secondes plus tard. Des Black Hawk en vol stationnaire au-dessus, des cordes tombant, des opérateurs descendant en rappel en équipement tactique complet. Professionnel, écrasant, imparable. Dunn cria « Ami ! Ami ! Un hostile qui se rend !» Ils fondirent sur Tanner, le menottèrent avec des liens de serrage, le fouillèrent, le sécurisèrent avec l'efficacité de gens qui avaient fait cela 1 millier de fois. Marsh émergea de la fumée, boitant, mais vivant, du sang sur sa manche, mais pas le sien. Juste des éraflures dues au plongeon derrière les rochers quand la fusillade avait commencé. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Ouais, et toi ?» Elle acquiesça. Ne se fit pas assez confiance pour en dire davantage. L'adrénaline retombait maintenant. Les 72 heures sans sommeil la rattrapaient. Le poids de 5 éliminations et d'un acte de clémence s'installant dans ses os. Un maître d'armes approcha. Peinture de camouflage et lunettes de vision nocturne. Voix amplifiée par le système de communication. « Capitaine Dunn, j'ai besoin de votre déposition. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang ?» Elle lui donna le résumé. Court, factuel, mission non autorisée, sous-traitant, Irongate. Rencontre avec Petrov, 16 membres des forces de réaction rapide morts, 8 tireurs d'élite hostiles, 5 éliminés, 1 relâché, 2 en détention en comptant Tanner. Le maître d'armes écouta sans interrompre. Quand elle eut fini, il hocha lentement la tête, comme s'il traitait des informations qui ne correspondaient pas tout à fait au briefing qu'il avait reçu. On aura besoin d'un débriefing complet, mais ça peut attendre que vous ayez dormi. Le médical va vous examiner, vous et votre observateur. Ensuite, on extrait. Il se tourna pour partir, s'arrêta, se retourna. Off the record, capitaine, c'est l'un des meilleurs travaux tactiques que j'ai vus, aussi l'un des plus dingues, mais surtout le meilleur. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Marsh s'assit lourdement sur un morceau de gravat. Laissa échapper un souffle qui semblait venir d'un endroit profond. Alors, on est vivant.
On est vivant. Et maintenant, Dunn pensa aux photographies, à Petrov, au général sans un signe qui les avait envoyés mourir, à quiconque avait autorisé le protocole de nettoyage, à la corruption suffisamment profonde pour sacrifier 16 soldats. Maintenant, dit-elle, on découvre qui a signé notre arrêt de mort, et on s'assure qu'ils en répondent. Le débriefing eut lieu 48 heures plus tard. Fort Liberty. Une pièce sans fenêtre avec du matériel d'enregistrement visible dans chaque coin. Était à Bondi présent un colonel de l'armée du bureau des enquêtes criminelles, un civil de l'inspection générale du département de la défense, et Greer. Dunn leur raconta tout. Le briefing, la mission, les communications brouillées, les équipes de réaction rapide, les 8 tireurs, Tanner, Cade, Irongat, Petrov. Elle leur remit la tablette avec les photographies, les journaux de communication, les courriels chiffrés, tout ce que Marsh avait documenté pendant l'engagement. Le colonel écouta, prit des notes, posa des questions précises sur les chronologies, les emplacements et les actions entreprises. Quand elle eut terminé, il posa son stylo. « Vous êtes consciente, capitaine Dunn, que cette mission n'a jamais été officiellement autorisée, qu'il n'existe aucune trace du briefing que vous décrivez, que le général que vous prétendez avoir rencontré n'existe dans aucune base de données du personnel. » Elle le fixa. « Oui, mon colonel, c'est précisément ce que signifie « non autorisé ». Le civil prit la parole. Voix douce, mot prudent. Ce que le colonel est en train de dire, c'est qu'officiellement, cet incident n'a jamais eu lieu. Il n'existe aucune trace de sous-traitant Irongat opérant en Caroline du Nord, aucune trace d'équipe de réaction rapide déployée, aucune trace de votre affectation à cette mission. Donc, vous dites que je mens. Le civil secoua la tête. Nous expliquons que certains aspects de cette situation demeurent sous investigation, qu'ils impliquent donc des programmes classifiés dont nous ne pouvons discuter, qui nécessitent de la discrétion. Dunn sentit Greer se tendre à côté d'elle, le sentit se préparer à parler. Elle posa une main sur son bras, l'arrêta. « Où est Tanner » demanda-t-elle. « Où est Cade ?»« En détention, dit le colonel, face à des chefs d'accusation, espionnage, meurtre, conspiration. La liste est longue, ils seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi. » Et Irongate, sous enquête fédérale, plusieurs agences impliquées, cela prendra du temps. Et quiconque a autorisé cette mission, quiconque a envoyé ses équipes de réaction rapide mourir. La pièce devint silencieuse. Le colonel et le civil échangèrent un regard qui disait « Il y a des choses que nous ne pouvons pas vous dire, et vous devez cesser de poser des questions. » Greer parla pour la première fois. Sa voix était dure, sans compromis. « Mes gens ont été envoyés sur le terrain, sans renseignements ni soutien approprié. 16 sont morts. 2 ont survécu de justesse. Quelqu'un devra en répondre. Si ce n'est pas dans cette pièce, ce sera ailleurs. Mais quelqu'un en répondra. » Le civil acquiesça lentement, comme s'il reconnaissait une vérité qu'il aurait préféré ne pas être vraie. « Nous comprenons votre préoccupation, colonel Greer, et nous vous assurons que l'enquête est en cours. Mais certaines réponses prennent du temps. Certaines formes de responsabilité s'exercent de manière qui ne peuvent être rendues publiques. » Dunn se leva. Elle en avait assez entendu, leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin et n'avait reçu en retour que du double langage bureaucratique. « Suis-je congédié ?» demanda-t-elle. Le colonel hésita, puis acquiesça. « Vous êtes congédié, capitaine. Nous vous contacterons si nous avons besoin d'informations complémentaires. » Elle marcha vers la porte, s'arrêta, se retourna. Une dernière chose, Jason Whitley. 23 ans. Sous-traitant Irongat. Blessé. Je l'ai relâché pendant l'engagement. Si vous le retrouvez, je veux qu'il soit traité comme un témoin. Pas comme un combattant. Il suivait des ordres, n'a tué personne, a juste tenu une position. Le colonel nota quelque chose. Nous en tiendrons compte. Elle sortit, Greer la suivit. Ils marchèrent en silence dans le couloir hors du bâtiment, dans la lumière du jour qui semblait déplacée après 3 jours dans les montagnes et 2 jours dans des pièces sans fenêtres. « Et maintenant ?» demanda Greer. Dunn réfléchit. À la mission qui n'avait officiellement jamais existé. Au général qui n'existait pas. Aux photographies et aux preuves qui disparaîtraient dans des dossiers classifiés et ne seraient jamais revus. À Cade et Tanner en détention face à des procès qui ne deviendraient peut-être jamais publics. À Irongate sous enquête par des agences qui avançaient lentement, prudemment,
et ne la fermèrent peut-être jamais. À 16 tombes qui n'auraient jamais d'explication complète pour les familles laissées derrière. Maintenant, dit-elle, je retourne au travail, former la prochaine génération, m'assurer qu'ils sont mieux préparés que je ne l'étais, mieux équipés, mieux soutenus. Greer acquiesça. C'est bien, c'est important, mais je m'assure aussi que quelqu'un se souvient, que quelqu'un sait ce qui s'est passé ici, que la vérité ne soit pas complètement enterrée. Comment ? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Ils atteignirent le pick-up de Greer. Il ouvrit la portière, marqua une pause. « Tu as fait du bon travail là-bas, Rachel, mieux que bon. Tu as survécu à quelque chose conçu pour te tuer. Tu as éliminé des menaces professionnelles. Tu as ramené ton observateur vivant. Ça compte plus que des bureaucrates dans des pièces sans fenêtres ne veulent l'admettre. Merci mon colonel. Et la décision que tu as prise, laisser Whitley partir, ça demandait du courage. Le genre de clarté morale que ce métier essaie d'arracher aux gens. Ne perds pas ça, quoi qu'il arrive ensuite. Il démarra. Dunn resta seule sur le parking, épuisée, vivante. Son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. Nouvelle mission de surveillance disponible. Cible, opération secondaire, Irangat Solutions. Coordonnées jointes. Elle fixa le message. Le relut 2 fois. Comprit ce que cela signifiait. Quelqu'un la voulait de retour sur le terrain. Voulait utiliser ce qu'elle avait appris. Voulait ses compétences et son expérience pour une autre mission. Elle aurait dû le supprimer, aurait dû le signaler aux enquêteurs, aurait dû suivre le protocole, la chaîne de commandement et toutes les règles qui l'avaient maintenue en vie et humaine. Son pouce planait au-dessus de l'écran. Supprimer ou accepter. Le choix lui appartenait. Elle le fit. Le Black Hawk décolla à 6 heures du matin. Rachel Dunn était assise dans la soute, regardant la Caroline du Nord disparaître sous elle. De la fumée s'élevait encore du complexe, des colonnes noires sur fond d'aube grise. À cette altitude, les bâtiments en flammes paraissaient petits, insignifiants, comme si quelqu'un avait craqué une allumette et s'en était allé. Les 16 tombes paraissaient encore plus petites. Le chef d'équipage lui tendit une bouteille d'eau. Elle la but sans en sentir le goût. Marsh était assis en face d'elle, l'épaule bandée là où il se l'était déchiré en plongeant derrière des rochers, le visage gris d'épuisement, les yeux fermés mais sans dormir. On ne pouvait pas dormir après 3 jours comme cela. Le corps ne le permettait pas. Trop d'adrénaline, trop de cortisol, trop de décisions qui ne pouvaient être défaites. Le maître d'armes, qui avait dirigé l'élément du commandement spécial, était assis à côté du chef d'équipage, toujours en équipement tactique complet. Peinture de camouflage étalée, mais pas retirée. Il avait été à la radio depuis l'embarquement. Des conversations discrètes avec des interlocuteurs que Dunn ne pouvait entendre. Coordination et rapport. La machinerie de la bureaucratie militaire se mettant en branle. Il surprit tard un hochement de tête, ni amical, ni hostile. La reconnaissance professionnelle entre 2 personnes qui avaient accompli des choses difficiles dans des endroits difficiles et qui comprenaient qu'en parler ne rendrait rien plus facile. Le vol dura 90 minutes. Ils atterrirent sur une base que Dunn ne reconnaissait pas. Pas de panneaux, pas de marquage d'unité, juste des bâtiments gris, des clôtures grillagées et des gardes armés qui contrôlèrent les identités 3 fois avant de laisser l'hélicoptère franchir le périmètre. Le médical attendait. 2 médecins et 4 infirmiers se déplaçant avec l'efficacité de gens habitués à traiter des blessés de combat. Ils séparèrent, Dunn et Marsh, les installèrent dans des salles d'examen différentes, commencèrent à vérifier les constantes et les blessures et à poser des questions auxquelles Dunn n'avait pas envie de répondre. Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi ? 96 heures. Perte de conscience ? Non. Vision floue ? Non. Tremblement ? Non. Le médecin dirigea une lumière dans ses yeux, vérifia ses pupilles, prit des notes sur une tablette, posa d'autres questions sur l'hydratation, la nutrition et d'éventuels symptômes psychologiques. Pensée intrusive, flashback, dissociation. Dunn répondit honnêtement, oui aux pensées intrusives, non aux flashbacks, non à la dissociation. Les pensées n'étaient que des faits tournant en boucle. 5 hommes morts, un blessé relâché, 2 en détention, 16 tombes. Des chiffres qui s'additionnaient et se soustrayaient sans jamais s'équilibrer, quel que soit le nombre de fois qu'elle recommençait le calcul. Le médecin prescrivit des somnifères. Dunn refusa. Prescrivit des anxiolytiques.
Dunn refusa également. Le médecin la regarda avec l'expression que les soignants arboraient face aux soldats qui pensaient pouvoir vaincre la biochimie par la volonté. « Vous avez besoin de repos, capitaine. De vrai repos. Votre corps fonctionne à l'adrénaline depuis 4 jours. Quand l'adrénaline s'arrêtera, votre organisme va s'effondrer. Mieux vaut gérer cet effondrement avec des médicaments que de le laisser survenir de manière incontrôlée. Je dormirai quand je serai prête. » Le médecin nota quelque chose, la libéra avec pour consigne de revenir dans 24 heures pour un examen de suivi. Dunn trouva Marsh dans le couloir. Il avait meilleure mine. Les couleurs étaient revenues sur son visage. Quelqu'un lui avait donné des vêtements propres et du café chaud. Il était debout plutôt qu'assis, ce qui signifiait que son corps avait décidé qu'il continuerait à fonctionner. « Ils t'ont bien traité ?» demanda-t-elle. « Point de suture et antibiotiques. Et toi ?» Pareil, sans les points de suture. Ils restèrent dans le couloir sans parler de ce qui viendrait ensuite, parce qu'aucun des deux ne le savait. Finalement, un lieutenant apparut et leur annonça qu'on les transférait dans des quartiers temporaires. Le débriefing commencerait à 14 heures. Ils devaient manger, dormir si possible, se préparer pour un long après-midi. Les quartiers étaient pairs standards. 2 chambres, 2 lits, salle de bain commune, pas de fenêtre. Dunn s'allongea sur le lit et fixa le plafond et songea à fermer les yeux, à laisser l'épuisement gagner, à céder au sommeil. Elle n'y parvint pas. Chaque fois qu'elle commençait à dériver, elle voyait Tanner debout dans la fumée, voyait le point laser de Cade sur la poitrine de Marsh, voyait le gosse nommé Whitley dévaler la montagne, les mains vides et la vie intacte, voyait le général, sans un signe, lui donnant des coordonnées et des ordres insensés. À 13 heures, elle renonça, se doucha, enfila les vêtements de rechange que quelqu'un avait laissés plier sur une chaise, se força à avaler quelque chose au mess, bien que la nourriture ait le goût du carton. Marsh la trouva là, s'assit en face d'elle sans demander. Ils mangèrent en silence pendant 10 minutes. « Tu aurais dû le tuer, » dit finalement Marsh. Whitley. « Tu aurais dû prendre le tir. Peut-être, pas peut-être. C'était un combattant ennemi, armé en terrain hostile. Les règles d'engagement étaient claires. Les règles d'engagement ont été écrites par des gens qui n'étaient pas là, qui ne l'ont pas vu, qui ne savaient pas qu'il avait 23 ans, qu'il saignait et qu'il était terrifié. » Marsh secoua la tête. « Tu vas te remettre en question jusqu'à la cour martiale, probablement. Mais je le ferai en sachant que j'ai fait le bon choix. » « Comment tu sais que c'était le bon ? » « Parce qu'il est vivant et que je peux vivre avec ça. Si je l'avais tué, je passerais le reste de ma vie à me demander si c'était nécessaire. Se demander est pire que n'importe quelle cour martiale. » Marsh réfléchit à cela, acquiesça lentement. « Je suppose que je peux comprendre ça. » La salle de débriefing était exactement ce que Dunn avait prévu. Longue table, matériel d'enregistrement. 3 personnes en civil qui se présentèrent avec des titres, mais pas de nom. Une de l'inspection générale du département de la Défense, un du bureau des enquêtes criminelles de l'armée, une d'une agence qui ne fut pas précisée. Greer était là, assis dans un coin, pas membre du panel, juste présent. Son visage était illisible, mais Dunn le connaissait assez bien pour lire la tension dans ses épaules, la façon dont il se tenait. Greer était furieux pour quelque chose et travaillait très dur pour rester professionnel. Dunn et Marsh s'assirent face au panel. Le matériel d'enregistrement fut activé. Voyant rouge, bourdonnement discret. La femme de l'inspection générale prit la parole en premier. « Capitaine Dunn, sergent-chef Marsh, merci de votre coopération. Nous comprenons que vous avez traversé une épreuve difficile. Nous essaierons d'être aussi brefs que possible. » Elle ouvrit un dossier, sortit des photographies, les fit glisser sur la table. « Reconnaissez-vous ces individus ?» Dunn regarda les clichés. Sergei Petrov, 3 Américains en costume coûteux, 4 sous-traitants en tenue tactique. Tanner, Cade. « Oui. Pouvez-vous les identifier ?» Dunn pointa chaque photo, les nomma. Donna des descriptions d'où et quand elle les avait observés, de ce qu'ils faisaient, de l'équipement qu'ils portaient. L'enquêtrice du département de la Défense prit des notes, posa des questions complémentaires sur les chronologies et les emplacements, sur les photographies prises par Marsh, sur les communications chiffrées qu'ils avaient interceptées. Puis elle posa la question que Dunn attendait. « Capitaine, pouvez-vous décrire l'individu qui vous a briefé sur cette mission ?» Un général.
Nom non communiqué, pas d'insigne, cheveux gris, la soixantaine, cicatrice sur la main gauche, accent du Midwest, briefing effectué à Joint Base Langley 96 heures avant l'insertion. L'enquêtrice échangea un regard avec l'homme du bureau d'enquête, un regard qui disait « C'est compliqué et il faut être très prudent dans notre façon de gérer cela. Capitaine Dunn, il n'existe aucune trace indiquant que vous ayez reçu un tel briefing. Aucune trace d'un général correspondant à cette description menant des opérations à Joint Base Langley. Aucune trace d'autorisation officielle de cette mission. » Dunn sentit quelque chose de froid se nouer dans son estomac. « Donc, vous dites que j'ai tout inventé. Nous disons que la mission que vous décrivez n'a pas été sanctionnée par les voies officielles. Que l'individu que vous avez rencontré opérait peut-être en dehors de l'autorité légitime. Que l'ensemble de cette opération existe dans une zone grise juridique que nous essayons encore de comprendre. » Greer parla depuis son coin. Sa voix était calme, mais portait un poids certain. « Permettez-moi de m'assurer que je comprends bien. Vous êtes en train de dire à un officier décoré qu'elle a imaginé un briefing, qu'elle a imaginé des coordonnées et des ordres, qu'elle s'est retrouvée par hasard au beau milieu d'une rencontre avec un trafiquant d'armes protégé par 8 sous-traitants professionnels, que tout cela relève de la coïncidence. » L'enquêtrice se tourna vers lui. « Colonel Greer, nous comprenons votre préoccupation, mais vous devez comprendre la complexité de la situation. Des programmes classifiés sont impliqués, des opérations en cours dont nous ne pouvons discuter, des éléments qui nécessitent de la discrétion. La discrétion est un autre mot pour étouffement. » L'homme du bureau d'enquête se pencha en avant. « Colonel, nous essayons de déterminer ce qui s'est passé et qui en est responsable. Ce processus prend du temps. Il nous oblige à suivre les procédures appropriées. Nous ne pouvons pas simplement lancer des accusations sans preuve. Vous avez des preuves. Vous avez des photographies. Vous avez des journaux de communication. Vous avez 2 prisonniers qui peuvent témoigner. Que vous faut-il de plus ? » « Du contexte, » dit la représentante de l'agence non spécifiée. C'était la première fois qu'elle parlait. Sa voix était mesurée, professionnelle, celle de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles sans émotion. Ce dont nous avons besoin, c'est du contexte. Comprendre comment ces événements s'inscrivent dans des opérations plus larges, comment ils affectent les intérêts de sécurité nationale en cours, comment ils impactent les relations avec des nations alliées et adverses. Elle marqua une pause, laissa les mots se déposer. Ce dont nous avons besoin, c'est de patience pendant que nous enquêtons, et de discrétion de la part de toutes les personnes impliquées, y compris le capitaine Dunn et le sergent-chef Marsh. Dunn comprenait. On leur disait de se taire, de laisser l'enquête se dérouler à huis clos, de faire confiance au fait que la justice serait rendue, même si elle ne la verrait jamais. « Où est Tanner ?» demanda-t-elle. « Où est Cade ? En détention ? Face à des accusations, les procès seront traités par le système de justice militaire. Des procès publics ? Cela n'a pas encore été déterminé. Serais-je appelé à témoigner ? Cela n'a pas été déterminé non plus. Qu'est-ce qui a été déterminé ? » Silence. Les 3 enquêteurs se regardèrent, une sorte de communication tacite passant entre eux. Finalement, la représentante du département de la Défense prit la parole. « Ce qui a été déterminé, c'est que cet incident est classifié au plus haut niveau, que toute discussion de ces événements en dehors des canaux appropriés entraînera des poursuites, que vous allez tous 2 signer des accords de non-divulgation reconnaissant votre compréhension de ces restrictions. » Elle fit glisser 2 documents sur la table, texte juridique dense, paragraphe sur la sécurité nationale et les sanctions pour divulgation non autorisée. Dunn les lut, chaque mot, cherchant des failles, des exceptions, n'importe quel moyen de s'assurer que la vérité ne soit pas complètement enterrée. Elle ne trouva rien. Le document était hermétique, exhaustif, conçu par des juristes ayant passé leur carrière à apprendre comment réduire les gens au silence légalement. Marsh signa sans lire, prit simplement le stylo et écrivit son nom. Dunn le regarda, il haussa les épaules. « Quel choix avons-nous » Elle signa parce qu'il avait raison. Il n'avait aucun choix, aucun levier, aucun pouvoir, excepté la vérité, et la vérité était classifiée. Le débriefing continua pendant 3 heures supplémentaires. Questions sur la tactique et les chronologies, sur les décisions prises et les tirs effectués, sur pourquoi elle avait relâché Whitley au lieu de l'éliminer. Elle expliqua
Les enquêteurs prirent des notes, ne portèrent aucun jugement, posèrent davantage de questions. Quand ce fut terminé, on annonça qu'ils devaient rester sur la base pendant 72 heures. Des entretiens supplémentaires pourraient être nécessaires. Le suivi médical était obligatoire. Ils ne devaient discuter des événements avec personne, ne devaient pas passer d'appels en dehors des canaux autorisés, ne devaient pas accéder à Internet ni à leur messagerie personnelle. Ils étaient prisonniers, poliment retenus, maintenus sans inculpation, tandis que des gens dans des pièces sans fenêtres décidèrent de leur sort. Greer trouva Dunn à l'extérieur de la salle de débriefing, la rattrapa dans le couloir, posa une main sur son épaule. « Marche avec moi !» Ils sortirent, trouvèrent un endroit près de la clôture où personne ne pouvait les entendre sans se montrer. Greer alluma une cigarette, lui en proposa une. Elle déclina. Il fuma en regardant la clôture sans parler pendant une bonne minute. « C'est n'importe quoi, » dit-il finalement. « Oui, mon colonel, 16 Américains morts, un trafiquant d'armes sous sanction qui rencontre des gens qui n'auraient pas dû le rencontrer, des sous-traitants professionnels engagés pour protéger cette rencontre et éliminer les témoins. Et ils veulent tout classifier, tout enterrer, faire comme si rien ne s'était passé. » Ça semble être le plan. Greer tira une longue bouffée, exhala la fumée. « Tu sais quel est le pire ? Quoi ? Ils vont s'en tirer. Quiconque a autorisé cette mission, quiconque a envoyé ces équipes de réaction rapide, quiconque a décidé que tu étais jetable, ils vont s'en sortir indemnes. Peut-être. Ou peut-être que l'enquête trouvera quelque chose. Tu y crois ? » Dunn pensa aux 3 enquêteurs, aux questions prudentes, aux documents juridiques, aux classifications. « Non, dit-elle, je n'y crois pas. » Greer tira une autre bouffée, laissa la fumée sortir lentement. « J'ai eu des informations ce matin, canaux non officiels. Le général que tu décris, cheveux gris, cicatrice sur la main gauche, accent du Midwest. 3 personnes quasiment correspondent à cette description, au grade et au niveau d'habilitation requis pour organiser une opération de cette envergure. 3. Les 3 font l'objet d'enquêtes discrètes, relevés financiers, journaux de déplacement, communication. Mais voici le problème. Les 3 ont des amis haut placés, des amis qui ne veulent pas de scandale, qui ne veulent pas de procès public, qui veulent que tout cela disparaisse, donc il ne se passe rien. Greer secoua la tête. Je n'ai pas dit que rien ne se passait, j'ai dit que ça se passerait discrètement. L'un de ces 3 généraux va prendre sa retraite anticipée. Raison médicale, probablement. Un autre va perdre ses habilitations, être réaffecté à un poste de bureau si éloigné des opérations qu'il pourrait aussi bien être civil. Le 3e pourrait effectivement faire l'objet de poursuites. Peut-être, si les preuves sont assez solides et ses amis assez faibles. Ce n'est pas la justice. Non. Mais c'est une forme de responsabilité. C'est le mieux qu'on puisse obtenir dans un système conçu pour protéger les gens à ce niveau. Dunn sentit quelque chose de dur s'installer dans sa poitrine. Colère et résignation mêlées. La certitude que Greer avait raison. Et la haine de cette certitude. Et les autres, les Américains qui rencontraient Petrov, toujours sous enquête, 3 civils, 2 avec des liens avec des entreprises de défense, 1 avec le département d'État. Tous les 3 prétendent qu'ils étaient là pour une collecte de renseignements légitime. Tous les 3 ont pris des avocats. Tous les 3 vont probablement s'en tirer avec des tapes sur les doigts et des carrières détruites, mais sans prison. Parce que le système protège les siens. Parce que le système protège les siens, confirma Greer. 6 mois plus tard, Rachel Dunn se tenait devant une salle de classe à Fort Campbell, regardant 24 élèves s'installer à leur place. Cours avancé de tir de précision. 7e semaine. Les survivants. Ceux qui avaient passé la qualification initiale et apprenaient désormais les compétences qui séparaient les bons tireurs des tireurs d'exception. Elle regarda leur visage, jeunes, avides, confiants de cette manière qui n'appartenait qu'à ceux qui n'avaient jamais connu l'échec véritable. Certains abandonneraient. Les statistiques disaient 30%. D'autres réussiraient et deviendraient donc des tireurs compétents suivant la doctrine, atteignant les cibles, faisant leur travail correctement. Et peut-être qu'un ou 2 deviendraient quelque chose de plus, développeraient le jugement, l'instinct et la clarté morale nécessaires pour prendre des décisions difficiles dans des situations impossibles. Cela était la raison de sa présence ici. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ne figure pas dans le manuel, dit-elle.
du moment où vous avez le tir parfait, les conditions parfaites, la cible parfaite, et où vous choisissez de ne pas tirer. Les élèves eurent l'air perplexes. L'un d'eux leva la main. Un caporal du Texas avec de bons scores et une attitude suffisante. « Madame, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un tir parfait ? Parce que parfois, le tir parfait est la mauvaise décision. Parfois, la cible n'est pas ce que vous croyez. Parfois, la mission a changé et personne ne vous l'a dit. Parfois, vous devez décider si suivre les ordres est plus important que faire ce qui est juste. » Elle marqua une pause, laissa cela infuser. Vous allez faire face à ce moment, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année, mais un jour, vous aurez le réticule sur une cible et une décision à prendre, et pas le temps d'appeler l'échelon supérieur pour instruction. À cet instant, vous devez savoir ce que vous défendez, connaître la différence entre un soldat et un tueur. La salle était silencieuse. Même le caporal suffisant écoutait. « Laissez-moi vous raconter une mission, » dit Dunn, « un complexe dans les montagnes. » Des ordres qui n'avaient aucun sens, 8 tireurs d'élite hostiles et 16 pertes amies, et un gosse nommé Whitley qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment en travaillant pour les mauvaises personnes. Elle leur raconta l'histoire, pas tout, pas les parties classifiées, mais assez pour leur faire comprendre que les opérations réelles étaient chaotiques, que le renseignement était incomplet, que parfois vous étiez l'appât et parfois on vous abandonnait, et que parfois la seule personne à qui vous pouviez faire confiance était vous-même. Elle leur parla de Whitley relâché, du choix entre les règles d'engagement et la conscience, de la façon dont elle devait vivre avec cette décision chaque jour depuis. Quand elle eut terminé, la salle était muette. Les élèves la regardaient différemment. Non plus comme une instructrice récitant la doctrine, mais comme quelqu'un qui y avait été, qui avait affronté l'impossible et survécu. Le caporal leva la main à nouveau. « Madame, comment savez-vous que vous avez fait le bon choix ? Je ne le sais pas. Pas avec certitude, mais je sais que je peux vivre avec cette décision. Si je l'avais tué, je passerais chaque jour à me demander si c'était nécessaire. Se demander est pire que n'importe quel doute. » Elle libéra la classe. Ils sortirent en silence, pensifs. Exactement ce qu'elle voulait. Son téléphone vibra tandis qu'elle rangeait la salle. Message d'un numéro inconnu. Mission de surveillance disponible. Opération secondaire Irongate. Coordonnées jointes. Autorisée par les voies officielles cette fois. Intéressé, Dunn fixa le message. Le relut 2 fois, 3 fois. Irongate. L'organisation qui avait engagé Tanner et Cade, qui avait tué 16 Américains, qui était censé être sous enquête. Quelqu'un la voulait de retour sur le terrain, voulait utiliser son expérience contre les gens qui avaient tenté de la tuer, voulait de la vengeance déguisée en justice. Elle aurait dû le supprimer, aurait dû le signaler à Greer, aurait dû suivre les voies officielles et laisser l'enquête suivre son cours. Son pouce planait au-dessus du bouton de suppression. Elle pensa au général sans un signe qui avait pris sa retraite anticipée avec sa pleine pension, au procès qui n'aurait peut-être jamais lieu, à la responsabilité qui arrivait discrètement, quand elle arrivait. Pensa aux 16 tombes dans les montagnes de Caroline du Nord, pensa à enseigner dans une salle de classe versus traquer les gens qu'il avait envoyés dans ces montagnes. Elle prit sa décision. Tapa une réponse, 3 mots, envoyer les détails. Appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se raviser. La réponse revint en 30 secondes, coordonnées, description de la cible, chronologie de mission, et une note en bas. Cette fois, c'est officiel, approuvé au plus haut niveau. Votre choix d'accepter, aucun jugement dans un sens ou dans l'autre. Dunn lut les détails. Planck Irongate, 3 sous-traitants, surveillance à faible risque, simple mission d'observation. Exactement comme la dernière avait été décrite. Elle faillit rire, faillit tout supprimer, faillit tourner les talons. Mais quelque chose la retint. Une part d'elle qui n'était pas satisfaite par l'enseignement, qui avait besoin de terminer ce qui avait commencé dans ces montagnes, qui voulait regarder Tanner dans les yeux à nouveau et lui dire qu'elle chassait toujours. Elle sauva les coordonnées, ferma le message, glissa le téléphone dans sa poche, sortit de la salle de classe, traversa la base jusqu'au bureau de Greer. Le trouva à son bureau, enseveli sous la paperasse. Il leva les yeux quand elle entra. « Il faut que je vous parle de quelque chose, » dit-elle. Il désigna une chaise. Elle s'assit, sortit son téléphone, lui montra le message. Greer le lut. Son expression ne changea pas. Quand il eut fini,
Il lui rendit le téléphone. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je suis là, pour demander ce que vous feriez. » Greer se cala dans sa chaise, joignit les doigts, la regarda avec des yeux qui avaient vu toutes les variantes de cette conversation au fil de 3 décennies. « Ce que je ferai est sans importance. C'est ton choix, ta carrière, ta vie. J'ai besoin d'un conseil, alors voici mon conseil. Tu es un bon instructeur, tu fais la différence ici, tu façonnes des gens qui porteront ce que tu leur as enseigné. Ça compte, ça a de la valeur. » Il marqua une pause. « Mais je sais aussi que tu sais que l'enseignement ne sera jamais suffisant, que tu as besoin d'être sur le terrain, de terminer ce qui a été commencé, de te prouver que tu peux affronter cette obscurité à nouveau et en ressortir entière. Alors qu'est-ce qui est le plus important ? Les deux sont importants. La question est de savoir de quoi tu as le plus besoin en ce moment. » Dunn pensa à la salle de classe, aux élèves écoutant son histoire, au caporal du Texas demandant comment elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Pensa aux coordonnées sur son téléphone, au le sous-traitant Irangat qui opérait toujours, qui préparait peut-être une autre rencontre, une autre mission, une autre trahison. « Si j'y vais, dit-elle, si j'accepte cette mission, est-ce que je pourrais revenir, continuer à enseigner ?» Greer acquiesça. « Affectation spéciale, service temporaire, tu serais absente quelques semaines, 1 mois peut-être, puis tu reviens ici pour finir la rotation de cours. Et si ça tourne mal, alors je m'assurerai que tes élèves sachent pourquoi tu es parti. Sache que tu faisais quelque chose qui importait, que certains instructeurs mènent depuis le front. » Dunn se leva, tendit la main, Greer la serra. « Merci mon colonel, pour tout, pour avoir tiré des ficelles afin de me décrocher ce poste, pour me dire la vérité quand j'en ai besoin, pour me faire confiance dans mes propres décisions. Tu as mérité cette confiance. Plusieurs fois. Ne me fais pas le regretter. J'essaierai. » Elle quitta son bureau, traversa la base jusqu'à ses quartiers. S'assit sur le lit, sortit son téléphone, regarda les coordonnées à nouveau, les détails de la mission, le choix qu'elle devait faire, pensa à ce que Greer avait dit, enseigner versus agir, terminer ce qui avait été commencé, affronter l'obscurité. Prit sa décision, tapa une réponse au numéro inconnu. La réponse faisait 7 mots, assez pour tout changer ou ne rien changer, selon la façon dont on les lisait. Elle appuya sur « Envoyer », éteignit le téléphone, s'allongea sur le lit, fixa le plafond. Dans 3 jours, elle se tiendrait devant ses élèves à nouveau, leur enseignerait les corrections de vent et l'estimation de distance et les centaines de petits détails qui séparaient le bon tir du tir d'exception. Leur enseignerait le jugement et la conscience et le moment où il ne faut pas appuyer sur la détente. Les préparerait pour un monde où les missions s'effondraient et les ordres n'avaient aucun sens, et où parfois il fallait se faire davantage confiance qu'à la chaîne de commandement. Leur donnerait ce que Greer lui avait donné, les outils pour survivre, la sagesse pour s'adapter, la force de choisir. C'était suffisant, c'était tout. Quoi qu'il arrive avec Irangat, quoi qu'il advienne ensuite, elle avait accompli le travail essentiel, avait façonné la génération suivante, s'était assuré que son héritage était des êtres humains, pas des missions. Le reste n'était que détail. Elle ferma les yeux et laissa enfin l'épuisement l'emporter, laissa le sommeil venir selon ses propres termes, sans médicaments ni force de volonté. Rêva de montagnes et de complexes et de choix faits dans l'obscurité. Rêva d'un gosse nommé Whitley courant vers la liberté. Rêva de 16 tombes qui porteraient peut-être un jour la vérité gravée sur leurs pierres. Rêva d'une salle de classe pleine d'élèves qui porteraient ce qu'elle leur avait transmis dans un monde qui avait besoin de soldats capables de penser autant que de tirer. Se réveilla 6 heures plus tard, plus reposée qu'elle ne l'avait été depuis 6 mois, fit du café, se doucha, s'habilla en tenue de service, se prépara pour une autre journée d'enseignement, vérifia son téléphone, un nouveau message du numéro inconnu. 2 mots, elle les lut, sourit, supprima la conversation, effaça les coordonnées, nettoya les traces, sortit dans la lumière matinale du Tennessee, se sentant plus légère qu'elle ne s'était sentie depuis ces montagnes. Le choix était fait. La réponse était envoyée. L'avenir était décidé. Et quoi qu'il arrive ensuite, elle l'affronterait de la même façon qu'elle avait affronté tout le reste. Avec compétence, discernement et la certitude absolue qui venait du fait de savoir qui elle était et ce qu'elle défendait. Rachel Dunn
était une soldate, une enseignante, un tireur d'élite qui savait quand tirer et quand se retenir. Et c'était suffisant. Le message posait une question. « Êtes-vous prête ?» Elle avait répondu par 2 mots. Toujours prête, parce que c'était la vérité, c'est ce qu'on l'avait entraînée à être, ce que Greer avait forgé en elle, ce que les montagnes avaient prouvé. Toujours prête pour ce qui viendrait ensuite, toujours prête à servir, toujours prête à enseigner, toujours prête à se battre. Le téléphone resta éteint. La salle de classe attendait. Les élèves avaient plus besoin d'elle que n'importe quelle mission. Et quelque part, dans un établissement dont elle ne connaîtrait jamais le nom, Tanner et Cade étaient assis dans des cellules et se demandaient comment une mission qu'ils croyaient contrôlée s'était terminée avec eux enchaînés et Rachel Dunn libre. Se demandèrent leurs marins comment le chasseur était devenu le gibier, comment l'élève avait surpassé le maître. Ils auraient longtemps pour se poser la question. Dunn avait du travail.